Bonjour et bienvenue sur le Podcart, un podcast où on va parler d'airsoft, mais pas que. Je suis Artemis et j'ai avec moi autour de la table trois chroniqueurs. Ces derniers sont de véritables passionnés, que ce soit des geardos ou des mécaniciens qui touchent leur bille, ils répondent toujours présents le dimanche matin, même quand il pleut, pour aller cracher de la bille. Dans cet épisode, nous allons recevoir Electro, membre fondateur et président de l'association CIA, mais aussi et surtout vice-président de la Fédération française d'airsoft. Au cours de cet épisode, Kurma nous parlera des optiques et nous terminerons cet épisode par un débat clivant dont le thème a été maintenu pour l'instant secret par notre invité. Il est donc temps de commencer ce tour de table et on va commencer par Red. Alors Red, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va, même si on a beaucoup couru samedi, ça va. On a eu le dimanche pour se reposer et ça fait du bien. Surtout après des grosses journées comme, Battle Squad 3 où on a plus couru que la plupart des participants, je pense. Et ça, c'est un comble. C'est pas faux. Et pour nous accompagner, nous avons notre mécanicien AEG en chef, Kurma. Alors, est-ce que tu as pu te dégraisser les mains depuis samedi? Vous allez rire, mais ça m'a pris plusieurs lavages de mains pour y arriver, je déconne même pas. C'était abominable, mais j'ai réussi finalement à me dégraisser les mains. Pour nos auditeurs qui ne comprennent pas la petite blague qu'on vient de se faire, on était sur l'OP Battle Squad 3 La Frontière qui s'est déroulée à Kansas le 28 septembre. Émissaire à ces deux répliques qui ont rendu l'âme, voulant aider, Kurma a ouvert ses gearbox et il s'est rendu compte que l'une d'elles était plus grasse qu'un magret de canard. Il faut savoir un truc sur Kurma, c'est que il ne peut pas s'empêcher de démonter une réplique dès qu'il est sur un terrain, que ce soit la sienne, celle d'un autre, qu'il soit joueur ou juste, dans l'organisation, il faut qu'il mette les mains dans le cambouis, littéralement. En fait, on me donne l'occasion à chaque fois, hein. L'occasion fait le lardon, comme on dit. Exactement. Là, en parlant de lardon, il y avait beaucoup de gras. Sacré merguez! Exactement. Et pour ajouter du gras dans cet épisode, une voix que vous avez sûrement, chers auditeurs, entendue quelques fois parce qu'il m'accompagne souvent pour faire des cartes postales. Gant, ça fait plaisir de te recevoir. Bonsoir à tous, et oui, première apparition sur le podcast dans les vrais épisodes et pas les petits trucs annexes pour meubler. J'espère que tu ne feras pas que meubler ce soir et que tu tiendras l'une des chroniques. Je te fais confiance. Bah, si on parle sécurité, toujours, hein. Eh bien, messieurs, il est temps d'accueillir notre invité qui est Electro. Telle une boule d'énergie, Electro alterne entre diverses activités. Organisateur de parties, il se donnera les moyens de transformer les simples dominicales en souvenirs mémorables. Mais lorsqu'il n'enfile pas son gilet jaune, il fond tel l'éclair sur le terrain pour nous offrir une opposition continue. S'arrêter là, c'est court-circuiter ce qu'il génère tout au long de l'année. Las de se concentrer sur des activités locales, Electro déploie son énergie au niveau national en œuvrant dans l'ombre pour encadrer et faire prospérer notre loisir. Nous vous proposons d'aller à la rencontre du vice-président de la FFA afin qu'il éclaire nos lanternes sur ces trois lettres. Hello Electro, bienvenue sur le podcast, c'est un plaisir de t'avoir autour de cette table. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire quel type de joueur tu es? Je suis assez polyvalent. On va dire qu'au premier abord, je suis assez orienté contact ou contournement, mais je peux également faire des rôles comme chef de squad ou médic, opérateur radio. Franchement, multiservice. J'ai pas encore testé le rôle de sniper, mais bon, je pense que ça devrait pas tarder. Dans ton association, à chaque fois qu'on nous dit «Ah, il y a Electro qui joue», la seule chose que moi j'entends de la part de la SOG, qui est l'équipe qui est un peu plus roll-tac de l'association, c'est «Il va jouer contre nous, il va faire sa fouine, il va nous contourner comme jamais». Ouais, c'est bien possible. En général, j'essaye de le plus inattendu possible. Le problème quand on joue régulièrement, c'est que chacun, on se connaît les uns les autres et il faut toujours innover. C'est pour ça que tu aimes bien te déplacer sur différents terrains, pour pouvoir apprendre et surprendre des personnes qui ne te connaissent pas. Par exemple, Ouais, je te propose qu'on revienne un peu en arrière avec qu'est-ce qui t'a poussé à commencer la discipline et surtout comment est-ce que tu as connu l'airsoft? en 2012, je suis venu aménager en France et mes deux frères m'ont dit, ben, viens, on fait une partie d'airsoft. J'allais découvrir ça. Bon, comme tous les premiers parties d'airsoft, c'était en sauvage, hein, dans un entrepôt. Finalement, ça m'a bien plu. J'y suis retourné une ou deux fois de plus. Et au final, j'ai dit aux gars, bah, c'est super qu'on continue, mais ça serait bien qu'on fasse ça légalement. Donc c'est là qu'on a monté l'association. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi tôt. J'ai connu l'airsoft en décembre 2012 et en mars 2013, l'association a vu le jour. Comment ça s'est monté cette association? Tu l'as montée du coup avec tes 2 frangins? T'as trouvé d'autres personnes? En fait, ils jouaient déjà ensemble avec un groupe d'amis et mes deux frères. Il devait y avoir 6 personnes à peu près. À l'époque, j'ai créé le truc. Je me suis pas mis président de suite parce que je connaissais pas encore l'airsoft. Donc du coup, j'y ai mis mon frère. C'était un homme de paille ou il était assez proactif? Disons qu'au bout de certaines années, je me suis mis président parce que c'était juste le titre qu'il avait.
Mais bon, c'est pas grave. Ça s'est bien terminé aujourd'hui, regardez. On te voit toi, mais on voit aucun de tes frangins. J'espère que tu nous as pas fait une Game of Thrones, hein? Non, ils ont fait leur vie, chacun a pris sa route. Donc en fait, ils t'ont mis dans l'airsoft, ils se sont dit: «C'est bon, maintenant on t'a contaminé, on t'a mis dans une passion qui va te faire raquer de l'argent, maintenant nous on se casse». Exactement. Ah la très bonne fratrie. 2012, est-ce qu'il y avait des influenceurs à cette époque-là? Est-ce que toi, tu regardais des personnes qui avaient commencé l'airsoft qui t'inspiraient? Non, pas vraiment. Franchement, les inspirations, c'était sur le terrain, les joueurs que je rencontrais. J'étais pas très réseaux sociaux, YouTube, etc. T'avais un peu ce phénomène de l'airsofter où quand tu vois quelque chose de génial sur un copain, t'as envie de te l'acheter pour toi pour la prochaine partie? Je suis pas compulsif. Il me faut un certain moment avant d'acheter. C'est vraiment réfléchi, réfléchi, réfléchi. Des fois, il peut se passer des mois avant que j'achète. Ma première réplique, c'était une AK que j'ai achetée d'occasion chez Cash 31 sur Montauban à l'époque. Il faisait de l'airsoft. Donc, du coup, c'est un truc qui m'a coûté 100 balles que j'ai gardé 3 4 années. Et pendant 3 4 années, j'ai pas acheté autre chose. J'ai fait qu'avec ça. Et les gears, c'est des pantalons de l'armée que j'avais trouvés sur des vides-greniers. Tout simplement. C'était du pas cher à l'époque. Ouais, mais des fois, c'est le plus robuste, hein. Et ouais, mais la preuve, ça a duré 4 ans. Sinon, à l'époque, je regardais peut-être un peu Gear Locker, mais c'est tout. Ah ouais, c'est si vieux Gear Locker, hein. Ouais, c'est pas si récent que ça, hein. Ça fait un moment qu'ils ont arrêté d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, il s'est complètement reconverti. J'imaginais pas que c'était en 2012 pour le coup. Ah, peut-être pas en 2012, mais 2014, sûr. Oui, c'est ça, quelque chose de comme 2014-2013, à peu près ces horaires-là. Moi, je le voyais bien en 2016. Non, 2016, il y avait déjà eu un crowdfunding. Je suis pas allé chercher, j'avais backé pour la saison 2, donc je pourrais retrouver ça à la limite. Et d'ailleurs, en 2015, on s'était inscrit direct à la FFA depuis 2013. Mais à l'époque, je m'étais déjà intéressé parce qu'ils cherchaient à développer des ligues régionales. Du coup, on avait fait une réunion avec la FFA organisée chez les Arias 51. Et j'y ai rencontré Alexis de Gearlocker. C'était bien sympathique. Ouais, il avait l'air, ouais. Il y avait Shang aussi à l'époque. Shang, c'est celui qui a fait les BD Airsoft Team. Celui dont tu me parles à chaque fois, mais dont je n'ai aucun visage à mettre dessus. C'est vrai que t'es pas venu à nos salons, mais il en a fait au moins 3 éditions, Shang. Non, le premier, et je vais complètement accuser la Gersersoft, ils nous ont dit ça sert à rien d'aller dans un salon rencontrer des gens, venez plutôt jouer à notre partie chez nous. J'ai culpabilisé, j'y suis allé. Et le deuxième salon que vous aviez fait, j'étais malade comme pas possible, j'étais censé tenir le stand de la carte avec Homer et avec Béton. Je suis resté chez moi à vider mes tripes. Ouais, c'est pas forcément la meilleure ambiance, hein. Tu as parlé de Ligue d'Airsoft qui était en projet par la FFA en 2015. J'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'était comme projet? À l'époque, ça s'appelait un comité territorial d'Airsoft. Ok, Et en fait, c'est justement l'idée d'avoir un comité par région. L'idée, c'est que la FFA soit un peu comme les ligues au foot, en fait, et des ligues régionales. ok. Donc, en fait, ça marche comme une association. L'idée, c'était de s'intégrer à cette association, de la faire tourner et faire des choses au niveau local. Un peu, au final, comme fait le kart aujourd'hui. J'ai compris le premier jour où je suis arrivé sur le terrain de la CIA qu'on jouait chez toi. Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que tu avais envie d'héberger un terrain chez toi quand tu cherchais à acheter une maison pour te poser avec ta famille? Comment ça s'est créé? On cherchait à acheter et j'ai trouvé ce terrain-là sur le bon coin avec ce qui m'intéressait forcément, c'était la maison à la base. Du coup, c'est une maison avec beaucoup de travaux. Il n'y avait que les murs et le toit. Et en fait, quand on a fini par acheter, et quand j'ai vu qu'il y avait tout le terrain autour, ben, on en a profité pour organiser ça, quoi. Par contre, le terrain ne m'appartient pas. En fait, moi, j'ai le terrain avec la maison, parce qu'il y a 2 maisons. Ok, Et après, tout le tour, c'est à la personne qui m'a vendu. Et en fait, on en a l'usufruit. d'accord. On échange, on l'entretient, mais non, c'est pas chez moi. Par contre, le jour où il vend, je suis preneur. J'imagine. Malheureusement, il veut pas vendre encore, je sais pas pourquoi, Il y a des personnes pour très bien entretenir le terrain. Pourquoi ils vendraient? peut-être. En attendant, on est bien. Maintenant, on n'est pas à l'abri, comme la plupart des associations, on a quand même cette épée Damoclès en disant peut-être qu'un jour, le gars il nous dira: «Maintenant les gars, il faut partir». Ouais, tu t'entends bien avec l'ancien propriétaire, donc ça va. Oui, c'est peu probable, mais on reste toujours avec une épée Damoclès. Ouais. Merci Electro d'avoir répondu à cette première partie de questions. Je te propose qu'on parle de tout ce qui touche à la FFA à la section invité. Je vais laisser la main à Red qui va présenter sa rubrique. Shame on you, surtout shame sur ce putain de marché où on s'ennuie bien fort là quand même. Pour la chronique d'aujourd'hui, j'aurais pas des masses de trucs à vous présenter parce que j'ai pas repéré de sorties qui me parlaient pertinentes. Puis de toute façon, comme le soulignait Artenis, le temps que cet épisode sorte, les sorties elles seront bien dépassées. Donc on va directement enchaîner sur la partie suivante qui est les achats et les envies de l'invité et des chroniqueurs. Place à nouveau à l'invité.
Electro, qu'est-ce que tu t'es acheté ou qu'est-ce qui te fait envie en ce moment? T'as dit que t'étais précautionneux, que t'étais pas un acheteur fou, mais est-ce que du coup là, il y a un truc sur lequel t'es en train de réfléchir? En achat, dernièrement, il y en a pas. Ma dernière réplique, je l'ai achetée il y a 3 ans. Comme c'est une machine qui marche bien, pourquoi changer? Kurma aurait plein de raisons. Oui, mais Electro est père de famille. Bon, les sous, forcément, ça dirige un peu, mais c'est pas le plus déterminant chez moi. Prochain achat, disons que ça va être plus comme Artemis le sait. Ça risque d'être un. La 41 LS qui est en réflexion depuis le Sniper Golf, soit un peu plus de 3 mois. Tu vois, je l'ai dit que c'est un peu lent, mais à mon avis, ça va pas tarder. C'est vraiment une réunion de club Tupperware, le Sniper Gold, j'ai l'impression, hein. Ouais, c'est un peu ça, mais on aime bien. Ouais, mais qu'avec des gens sympas, qui aiment bien manger ensemble, c'est non seulement une zone d'échange, mais en plus de faire la compétition, il y a un côté bouffe où il y a des personnes qui ramènent leur petite spécialité territoriale. Et si jamais un jour vous avez l'occasion d'y aller, que vous croisez Elric, goûtez les sauces qu'il fait. Elles sont folles. Très bien. Donc revenons à Stack 41. Oui, TAC 41 que j'ai pu essayer lors du Sniperland. Alors moi, je suis pas un sniper, donc du coup, je l'ai pris en main et direct, j'ai fait des shoots de dingue. Forcément, ça excite un peu. Après, sinon, j'ai un autre projet. C'est plus HPA. Le moins H. Première réplique en HPA, non? Ça sera la première. Bougez pas, je reviens, je vais vomir. Alors, j'aime bien l'AEG. Maintenant, l'HPA, en ayant quand même pas mal de monde en HPA autour de moi, ça donne un petit peu envie. Alors, les performances, franchement, je suis aussi bien en AEG. Maintenant, c'est le silence qui me plaît. Et c'est vraiment linéaire. Alors que l'AEG, sur 5 billes, il y en a une qui part, on sait pas où. C'est un peu moins linéaire, moi, je trouve. Pas d'accord. Ça correspond peut-être à la réplique. Il va falloir que tu passes ta réplique dans les mains de Kurma. Ah, la mienne, elle claque de fou, déjà, au niveau bruit. Mais le bruit, c'est bien. Quand on sache où je suis, je m'en fous parce que comme je bouge beaucoup, c'est pas gênant. Maintenant, bah, quand tu aimerais bien être discret, bah, c'est un peu frustrant. Ok, bon, bah, c'était Electro. Et toi, Kurma? Bon, alors moi, pour le coup, j'ai fait énormément d'achats. Je vais commencer par ce qui est différent d'habitude. J'ai acheté des caméras. J'avais déjà acheté une helmet cam il y avait quelques temps. Je crois que j'en avais parlé dans le dernier podcast. Et là, j'ai acheté sa grande sœur, la Scopecam 2 de Runcam. C'est une petite caméra qui est franchement, pour le prix, plutôt bien construite, qui se met soit au-dessus de votre lunette, soit sur votre rail, même sous votre rail, vous pouvez inverser l'image, et qui permet de filmer à peu près à 50 mètres. Du coup, vous pouvez voir votre trajectoire de bille, voir ce que vous touchez, ce que vous touchez pas, si le mec en face est en train de tricher ou pas d'ailleurs. C'est tout ce qu'on voit dans les vidéos d'airsoft, style Dovrich, tout ça, c'est ce genre de caméra. Et c'est vraiment pour compléter la helmet cam, qui elle me donne plutôt une vue d'ensemble. Et tout ça, j'ai prévu de le monter sur SPR, que j'ai fini aujourd'hui, juste avant le podcast. Beaucoup de choses se sont passées. J'ai acheté une réplique pas chère. Je me suis retrouvé à fabriquer quelque chose de complètement différent. Au final, il n'y a plus une seule pièce qui appartenait à la réplique pas chère. Donc finalement, c'était cher. Je me suis lancé vraiment dans un truc un peu trop ambitieux, mais au final, je suis très satisfait du résultat. Il n'y a plus qu'à la sortir maintenant que je l'ai enfin terminé. Dernière chose, à cause de Red Hot, comme d'habitude, qui m'envoie plein de trucs rigolos mais chers, je me suis acheté un montage lunettes assez intéressant qui est inspiré du... Alors déjà, deux choses. Cher, ça va, c'est 35 $. Non, c'est pas 35 $. C'est 35 $ plus la TVA. Hein. Oui, d'accord. C'est 68 $, mais c'est le NADS. Une repro de pièces Night Armament qui se monte sur la lunette. J'adore les années 90 et les trucs américains des années 90, donc j'ai craqué. Merci Red Hot encore une fois. Y a pas de quoi. Ça sera tout, et c'est déjà pas mal. Oui, c'est en effet déjà pas mal. Alors, t'es complètement l'inverse de moi, finalement. T'es un affaire compulsif. Et moi, je suis un peu comme les architectes. Entre le moment où on décide et le moment où c'est que ça arrive, il peut se passer des mois, voire des années. C'est la déformation professionnelle qui parle, là, Electro. Peut-être. Le moment entre lequel ça se décide et ça arrive, c'est généralement le retour de la partie en voiture. Oui. Ou des MP mal placés sur Discord. Car en plus d'être un acheteur compulsif, il est aussi très influençable. Suffit de lui envoyer un gif particulier et c'est acheté. Bon, on va enchaîner sur l'homme qui monte des KC02 pour remettre Gros Quick en question et qui veut faire des RCXD à coups de voiture radiocommandée. Artemis, depuis ça, t'as des nouvelles envies, des nouvelles choses? Non, j'ai toujours l'envie du MDR, mais j'ai trouvé quelqu'un qui souhaite s'en séparer. Et c'est pas Kurma. Et c'est pas Kurma, effectivement, c'est quelqu'un de confiance sur la communauté Sniperland. Comment ça, c'est pas Kurma, c'est quelqu'un de confiance? Ouais, il a dit de Sniperland, donc est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens de pas de confiance sur Sniperland? Dans la communauté du Sniper Golf, j'en ai pas vu. Donc celui-là, je devrais me le procurer courant octobre. Mais par contre, j'ai toujours le fameux projet MK23 pour aller avec mon équipement complet de sniper parce que, comme Electro le disait, le silence est d'or. Et moi, j'ai besoin de silence pour aller avec mon sniper parce qu'avec mon Glock 17, si je veux sortir quelqu'un, je fais trop de bruit. J'espère que tu es prêt à
aller en silence avec des chargeurs qui fuient. Que ce soit le Marui, le STTI, le Novridge, j'en sais rien parce que je l'ai jamais vu et bah, j'espère bien au prix qu'il est et au prix des chargeurs qu'il est plus fiable, surtout au niveau des chargeurs. Mais les Marui STTI n'ont pas eu la réputation d'être les chargeurs avec le moins de fuite et j'ai connu aussi bon nombre de gens qui, c'est surtout parce que c'est des mauvais et qui savent pas avoir des bons holsters, ont perdu des chargeurs à cause de la pédale HK. La pédale HK, moi je l'adore parce que je suis gaucher et je suis aussi un fanboy HK. N'en déplaise à notre nouveau chroniqueur, mais on y revient sur lui après. Toujours est-il que la pédale HK, c'est très très bien, mais effectivement, faut peut-être avoir un holster qui va bien. Et puis bon, les boutons, c'est mignon, mais à cause des boutons sur un Glock, j'ai perdu un chargeur de Glock à 45 balles entre le custom et le prix de base des chargeurs VFC. J'en ai marre. Bref, bon, du coup, on l'a introduit à quelques reprises. Il y a le petit nouveau de ce soir, le chevalier de la Herstal. Je crois que j'aurais pas pu trouver de meilleur moyen de le dire. Et bah oui, évidemment. Donc, Gaunt, évidemment que tu as des envies d'achat, évidemment que c'est du FNH, mais ça, c'est parce que moi je le sais, mais parle-en aux auditeurs. Envie d'achat, oui. FNR Stahl, oui, mais pas ce que j'ai l'habitude d'acheter. Vu que là, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qui est disponible en Airstall en classique. Non, tu dois toujours pas acheter mon P90. Oui, parce que j'attends de prendre le Crytek déjà, ça, c'en est un. Et surtout, c'est que je cherche à me procurer un FN SPR à 5ème pour enfin tâter du sniper, mais de la Airstall. Et cela, pour mettre la main dessus, c'est la galère. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires, effectivement, de celui-là. Et en plus, vu que c'est du cyberprout, Pour les puristes du sniper qui vont râler, je sais, c'est une merde, mais il y a les logos Airstall dessus, donc c'est bien. Alors, je veux pas te pousser au crime, mais je viens de le trouver à 125 € sur DG Airsoft. Il y est plus. Il est plus en stock. Ah, il est plus en stock. merci Korma. Une intervention de qualité. L'interface de DG Airsoft aussi. L'interface de beaucoup de sites de vente. Sache que de DG, j'ai hésité à l'acheter, mais il y en avait un autre sur Naturabuy qui était en vente à moins cher. Du coup, j'ai laissé passer DG et j'ai fini par laisser passer Naturabuy aussi. Du coup, bah, France Airsoft. Les occasions de France Airsoft. Je viens de le trouver sur un site. Bon, vous arrêtez de carjacker ma chronique pour faire votre vente de tapis parce que bah moi aussi je peux faire ma vente de tapis. Je vends une M4. Allez, contactez-moi sur Discord, LTC Red Dot. Merde. envoie le MP, Kurama, envoie le MP, je t'en supplie. Ma vie est à toi. Je te l'envoie. Bref, donc un sniper, c'est tout. Non, alors du coup, bon, c'est pas un achat, Ah, mais un super don de Kurma, son FNS9, qui a plus de kick que mon FN45, alors qu'il est plus petit. Et c'est un petit plaisir à jouer. J'ai pu tester à BS3 du coup. ah bah quand VSC savent ce qu'ils font, oui, c'est mieux. Et par contre, en vrai achat, c'est pas des répliques, mais c'est du gear. Ah. Je me suis pris un petit ensemble low profile de chez Condor, avec, pour donner les références exactes, un pantalon paladin tan et un combat shirt trident couleur graphite, ainsi qu'une petite casquette mèche Coyote Brown, histoire d'avoir la tête qui est aérée. Et franchement, pour avoir rampé dans des ronces à BS3, Condor, ça fait le taf. C'est un peu cher, mais franchement, ça tient très très bien. Et il avait fière allure. On a fait le tour, mais il reste que moi, donc effectivement, moi il n'y a pas eu grand chose. J'ai toujours une M4 que je vends. Est-ce que je vais racheter un Type 89 AEG en remplacement? Pas exclu, mais en même temps, c'est pas forcément prévu. J'ai d'autres projets plus importants, donc acheter ma M4 pour que j'ai de l'argent. J'ai fait un petit achat dans une petite boîte française qui est très cool, qui s'appelle Balek Solutions. J'ai acheté deux choses. Un protège ACRO, donc la ACRO c'est cette optique fermée pour pistolet ou qu'on peut mettre au-dessus d'une lunette, qui a un petit format, c'est comme un RMR mais en fermé, donc c'est très pratique et le point rouge est plus facile à lire. Et vu que c'est fragile et que j'ai pas envie d'en acheter un autre, je me suis acheté une petite protection avec un bout de plexi. C'est très cool, c'est le ACRO Cover de chez Balek Solution et l'autre c'est le Shibari. Alors, n'y voyez aucun kink bizarre japonais, même si le nom il laisse penser. C'est design pour des armes, mais ça marche très bien sur des répliques, pour retenir une sangle pendant un transport en véhicule ou pour le rangement, histoire qu'elle évite de se balader partout, et c'est très pratique. Et vu que ça a un nom japonais et que c'est inspiré d'une technique de nœud japonais, mais bon, là on vire encore dans le truc un peu etchi, donc on va rester dans le family friendly. Je l'ai monté sur mon Type 89. Bah c'est tout. Y en a un qui veut donner le mot de la fin? Airstall, c'est bien. Electro achète le TAC. Viens au Sniper Golf l'an prochain. Décidément, hein, comme le dit le jingle, shame on you all. La suite. La suite, eh bien, c'est pour moi. Apparemment, nous allons attaquer la rubrique de l'invité. Oh my god! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody calm down. Donc, Electro, tout le monde connaît les lettres FFA. Mais pour l'airsofter lambda, ça sert juste à avoir 10% sur Airsoft Entrepôt. Je fais obstruction, c'est FF Airsoft parce que la FFA, c'est la Fédération Française d'Athlétisme. Non, j'ai encore une rectification. FFA, c'est Fédération Française de l'Apéro. Allez, bam.
Elle est pas vraiment officielle celle-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la FF Airsoft? Vaste question, hein. Ouais, c'est vaste question. Nous, on est là pour agir sur plein de sujets différents, que ça soit au niveau des associations, des joueurs, mais au niveau national, sur les actualités, les décrets de loi, etc. Donc, du coup, on n'est pas là que pour les 10%. On est là aussi pour rassembler. On est là pour aider les associations et les accompagner. On est là pour encourager à pratiquer d'un maximum de sécurité, d'établir un cadre pour que ça parte pas en live, simplement. Alors, j'en oublie encore plein d'autres, mais on agit sur pas mal de fronts. Disons que la FFA, c'est vrai qu'elle agit un peu dans l'ombre, parce que par exemple, tous les faits d'actualité, les articles qui sortent dans les faits divers, on sait qu'un pare-brise a été cassé par une réplique d'airsoft, etc. Nous, on est là pour protéger la vision de l'airsoft auprès du public, parce que on se rend compte qu'il y a plein d'articles qui sont écrits, mais en fait, c'est pas l'airsoft qui est en cause. Un pare-brise, ça peut pas être cassé par une bille d'airsoft, c'est pas possible. On est là pour écrire aux journalistes, pour faire des rectifications et leur expliquer qu'est-ce que c'est l'airsoft. Dès qu'il y a un article de loi ou un décret qui sort ou une norme, on est là pour l'étudier, la décrire, la simplifier pour que tout le monde puisse la comprendre. On est là aussi et surtout pour l'assurance. C'est la FFA qui a créé le contrat qu'on connaît aujourd'hui auprès de la Maif. Même pour les associations qui passent en direct avec la Maif et qui passent pas par la FFA, il faut savoir que c'est possible. Ils se servent de ce contrat type pour se calquer. C'est vraiment un contrat qui a été fait sur mesure pour ce loisir-là, dans le sens où quand il y a un combat de rue, c'est pas assuré pareil qu'un combat de boxe. L'airsoft, c'est un peu la même chose. Je vois. La FF Airsoft est une fédération déclarée en association. Le mois dernier, je parlais à mon ancien squad leader du fait que nous allions te recevoir dans le podcast. Et il me disait que ce qui fait qu'une fédération est reconnue légitime, c'est la reconnaissance des personnes qui y adhèrent. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la FF Airsoft est reconnue comme légitime auprès des joueurs? Alors, auprès des joueurs, moi, j'ai envie de dire oui, parce que on représente à peu près 80% des joueurs en France. Ok. Je pense qu'on est quand même légitime. Ah, c'est un gros chiffre, tu vois, je m'attendais pas à autant. Effectivement, une fédération, c'est une association. Toutes les fédérations sont des associations. La seule différence avec une association lambda, c'est par rapport au statut. Le statut est rédigé pour que ça soit une fédération. Ok. Avoir l'agrément sportif, c'est encore autre chose. Ouais, là, c'est ce qui fait que tu es reconnu et rattaché à l'État quant à l'agrément sportif? Oui, mais ça n'empêche pas qu'on ait quand même une légitimité auprès de l'État. D'ailleurs, on a été reconnu par l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'il y a un problème en France, c'est vers la FFA qu'on se tourne. Donc je pense que oui, la fédération est reconnue. Ce que j'ai entendu en retour sur le terrain, c'est que les gens disaient: «Ouais, la FFA est pas reconnue par l'État en tant que fédération française sportive, du coup, elle a pas l'appui qu'il faudrait». Aujourd'hui, tu me dis que quand il y a un problème, l'assemblée générale vous écrit. Oui, dès qu'il y a un problème en France au niveau airsoft, ce qu'ils appellent, c'est la FFA. S'il y a des problèmes dans des ERP détenus par des sociétés privées, c'est vers vous qu'ils se retournent aussi? C'est possible. Et alors là, on leur explique que c'est pas sous notre responsabilité, étant donné qu'ils font pas partie de la FFA. Et les professionnels, c'est encore autre chose. Mais c'est plus les associations ou les gens sauvages. Là, ça peut arriver qu'ils viennent nous voir dans tous les cas, quoi. Et là, on leur explique que ben, soit on peut faire quelque chose, soit on peut pas faire quelque chose. Dans tous les cas, on a forcément une réponse. Après, si on regarde bien, il y a plein de fédérations qui n'ont pas l'agrément sportif. C'est pas pour ça qu'on vient les voir en disant ils sont pas reconnus. Comme par exemple, la plus proche de nous, c'est la Fédération française de paintball. Elle n'a pas l'agrément sportif. Elle l'a jamais eu. Tu me scotches un peu là. J'en apprends de belles ce soir comme j'en ai appris avec Gros Cook. Je suis là pour ça. Si on reparlait juste un petit peu de toi et de ton histoire avec la FFA. Tu disais que vous aviez créé l'association, mais qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à devenir bénévole au sein de la FFA? Je cherche toujours aujourd'hui à faire en sorte d'épanouir l'airsoft parce que c'est quand même une discipline qui me tient à cœur. Et donc, du coup, je cherche à le promouvoir, à faire que ça avance au maximum pour que les gens adhèrent aussi. Donc, c'est parti de là. J'étais parti sur ces comités territoriaux. Et au final, ça n'a pas pris parce que les gens préfèrent regarder que faire. Ça n'a pas pris. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, on va y aller au niveau national. Et donc, du coup, ben, c'est comme ça que je suis rentré à la FFA. Tu es rentré en quelle année? En 2019. Ah oui, ça fait quand même un petit moment que tu y es.
Ça commence. Donc quand tu as rejoint la FFA, tu l'as rejoint comme simple bénévole ou tu es rentré en tant que membre de bureau? Parce que pour ceux qui te connaissent, tu es quelqu'un qui est assez dynamique, qui aime bien t'investir. Exactement. Alors au départ, je les ai contactés pour faire partie du staff, pour les aider dans des dossiers. Alors à l'époque, j'avais vraiment pas d'idée dans quel dossier je pouvais aider, mais je me suis dit, l'idée c'est de mettre le grain de sable pour créer la montagne. De fil en aiguille, je suis parti à l'Assemblée générale de 2019 et au final, je suis sorti de là trésorier. Ça s'est passé tout simplement comme ça. Tu es resté 5 ans trésorier du coup? Oui. Mais tu n'étais pas que trésorier. De ce que j'ai lu, la FFA, elle est constituée de plusieurs commissions. Exactement. Au niveau de la FFA, d'abord, tu fais partie du conseil d'administration et après, si tu le souhaites, tu fais partie du bureau ou non. Ça n'empêche pas qu'à côté, tu es en charge de dossiers et de commissions. On a plusieurs commissions. Donc, du coup, on a la commission communication, la commission formation. Elle est en stand-by pour l'instant parce qu'on n'a pas grand-chose à proposer. Après, on a la commission événementielle, la commission juridique, la commission prévention, la commission sportive et la commission technique. Est-ce que tu pourrais, Electro, pour nos éditeurs, décrire en détail ce que se fait chacune des commissions? On va commencer par la commission communication. Alors, communication, forcément, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, le site internet, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est stand. Comme récemment, on a créé des stands mobiles. Ça permet de pouvoir aller sur les terrains plus facilement parce qu'on avait des stands jusqu'à maintenant assez lourds, difficiles à transporter. Et puis en plus, comme on habite chacun à quatre coins de la France, c'est compliqué de se passer le matériel entre nous. Tu veux dire les petits stands comme la tente Décathlon que vous aviez amené au Sniper Golf? Exactement, qu'on a un petit peu amélioré. Donc du coup, ça permet d'en profiter. Si jamais il y a des associations qui souhaitent la présence de la FFA, en tout cas moi, dans la région, je peux intervenir sur un stand. Alors peut-être pas sur une dominicale, mais sur des OP qui peuvent être présentés au niveau national, ça peut être sympa de montrer qu'est-ce qui se fait dans la région. Donc moi, je peux répondre présent, il suffit de me prévenir à l'avance et je ferai un plaisir de me déplacer. Nous avons la commission formation et événementiel. Alors, événementiel, c'est un peu pareil, tout ce qui est déplacement, on peut le considérer comme événementiel. Donc, il n'y a pas grand-chose et en même temps, il y a un petit transversal. Nous avons la commission juridique. C'est une commission qui intervient un peu partout, étant donné que c'est elle qui vérifie toutes les chartes, tous les documents qui sont faits dans toutes les commissions. C'est elle qui vient les corriger, voir si au niveau juridique, tout est en place, s'il n'y a pas de modification à faire, etc. Elle a eu travaillé un petit peu sur le règlement sportif pour essayer d'être amené au plus près de l'agrément, mais c'est très compliqué parce que l'agrément sportif, il y a beaucoup de choses à faire et dans des choses que les associations aimeront pas, comme un président qui doit tourner tous les 4 ans. Au niveau de la FFA, on sera obligé d'avoir une commission séparée, arbitraire. Si jamais il y a des problèmes qui puissent arbitrer. Il y a plein de complications qui fait que ça va être compliqué à mettre en place. C'est pour ça que pour l'instant, ça en pose. Après, nous avons la commission sportive. Alors, nous avons commencé à faire des choses. Vous avez dû voir Reality Game. Il y a eu le Sniperland où on s'est déplacé. C'est pas nous qu'on l'a organisé, mais on l'a promu. Reality Game, vous étiez à l'organisation aussi ou vous êtes juste greffé? On était co-organisateurs. On n'a pas de compétition mis en place par la fédération. En tout cas, pas pour l'instant, on y travaille. Il y a plein de choses où on a déjà des pistes, comme un petit peu de développement au niveau Speedsoft, du TSVR, et continuer sur la lancée du Reality Game. Reality Game, c'est un peu plus comme Battle Squad, ceux qui connaissent pas. Après, pourquoi pas faire des choses au niveau Milsim, etc. On nous a proposé des choses. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de porteur de projet. Donc, du coup, on a du mal à avancer. Les bénévoles qui sont actuellement là, on a tellement de choses à faire que c'est compliqué de s'y mettre 100% dessus. Et après, nous avons la commission technique, c'est tout ce qui est lié au site internet et au développement du GEZAD. Le GEZAD, c'est l'interface où on va commander les licences. C'est une application propre à la FFA qui a été créée de A à Z, tenant l'aboutissant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune formule qui pourrait nous aider à réaliser ça. Donc, du coup, à l'époque, ils avaient décidé de le créer eux-mêmes. Et après, la commission de prévention, donc je suis en charge, on a plein de dossiers en cours, comme la trousse de secours qu'on pourrait mettre à disposition des associations et des membres. Il y a aussi l'évolution de la norme populaire. Ouais. Il y a tout ce qui est assurance. Les négociations avec les assurances sont assez corsées. Il y avait l'étude de la biodégradabilité. Ça, c'est un truc qu'on avait fait il y a 2 ans, je crois, et qu'on a sorti. Il y a le RGPD aussi. Ça, c'est un truc que personne ne parle. Qu'est-ce donc? Pour ceux qui connaissent pas, c'est par rapport à tout ce qui est le traitement des données personnelles. Mmh. C'est la CNIL qui oblige toutes les associations et les professionnels à mettre en place des process. Donc du coup, il faut tout répertorier, il faut dire comment on les classe, où on les classe,
combien de temps on les garde, etc. Et ça, c'est un boulot qui nous a pris énormément de temps. On est sur la fin là, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est des réunions qui duraient 2 bonnes heures, qu'on faisait tous les 15 jours, et ça nous a pris plus de 6 mois. Parce qu'entre les réunions, vous deviez bosser chacun de votre côté, faire des recherches aussi? Oui, bah, on a des recherches à faire, on a des relectures, faut réfléchir, faut vraiment tout répertorier. Qu'est-ce qu'on met où? Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des données personnelles partout et on n'y pense pas forcément. Et donc, du coup, ça, c'est des dossiers qu'on fait dans l'ombre, que vous voyez pas, mais on n'a pas le choix puisqu'il faut se mettre en règle par rapport à la CNIL et puis par rapport aux lois. OK. Quand tu disais tout à l'heure que tu avais des négociations qui étaient assez hardcore au niveau des assurances, c'est que tous les ans, vous faites des renégociations avec les assurances? Alors, on fait pas des renégociations, mais on essaie déjà que ça augmente pas. C'est très compliqué parce que les assurances nous font monter les prix tous les ans parce que il y a des accidents. C'est le problème, hein. Sur les terrains, entre les gens qui respectent pas les lunettes EN 166B ou ne veulent pas les mettre et mettre du F, etc., ou les grilles. Du coup, derrière, il y a des soins. Ces soins sont coûteux et ils deviennent de plus en plus coûteux. Et il y en a de plus en plus. Les assurances ont la volonté d'augmenter, quoi. Oui, effectivement, ça paraît logique. Une assurance doit faire des bénéfices à la fin de l'année, donc s'il y a trop d'accidents, ils vont augmenter leurs tarifs. Mais attends, ils prennent en charge les soins même si la personne ne respecte pas ce qui est interdit en import, comme par exemple les lunettes grillagées? Alors, lunettes grillagées, c'est interdit, mais c'est surtout le grillage au niveau des dents. Hmm. Ce n'est pas obligatoire. C'est fortement recommandé. Il y en a beaucoup qui préfèrent jouer sans à cause de la buée, parce que la plupart des joueurs pensent que ça leur arrivera jamais, ça arrive aux autres. Et l'erreur. Les lunettes aussi, il y en a beaucoup qui jouent avec des lunettes qui sont pas aux normes. Certains, c'est par manque d'information et d'autres, c'est sciemment. Malheureusement, le truc, c'est que on a obligation d'éviter qu'ils se mettent en danger, même s'ils veulent absolument se mettre en danger. Donc, l'assurance en prend compte. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, ils respectaient pas les règles, c'était leur problème, et tant pis pour leurs pommes. Tu sais qu'en France, il y a quand même des soins. Maintenant, après, ils vont chercher la responsabilité. C'est surtout à ça que je pensais, ouais. Qui va payer derrière? C'est pas forcément l'assurance qui va payer derrière, mais les soins seront faits. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Carrément, je me projetais déjà là-dedans de savoir qui va payer. Parce que les assureurs, s'ils peuvent ne pas payer, ils enverront autant d'experts qu'ils peuvent, même si ça leur coûte plus cher que les soins qu'ils auront à rembourser. Ben, c'est pour ça que quand il y a une déclaration d'assurance, quelque part, il faut un responsable. Ce qui coûte cher, justement, c'est quand, par exemple, il y a un accident avec une bille et on n'arrive pas à déterminer qui est le tireur. Et à partir de là, c'est l'assurance qui prend en charge, forcément. Mais il faut savoir que quand on arrive à déterminer qui est le tireur, les assurances, entre eux, ils se recherchent, ça va être l'assurance de celui qui est fautif. C'est un peu quand on va renverser une biche, on va pas accuser la biche. Il n'y a pas sa assurance, donc c'est sa propre assurance. Et là, du coup, forcément, ça fait monter les prix. T'as plus d'accidents liés au billes ou t'as plus d'accidents liés au terrain? Aujourd'hui, on a plus d'assurances liées au terrain, des chevilles cassées, des fractures, des trucs comme ça. Mais les dents et les yeux, c'est pas négligeable. C'est les dents le pire, forcément, puisque c'est eux qui ont le moins de gris. Les yeux, il y en a quand même, malheureusement. Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent avec des lunettes avec les carreaux de type F, donc EN 166F. Il faut savoir que cette classification est à 0,86 joules. Donc c'est insuffisant pour pratiquer sur un terrain. C'est bien pour les mineurs, c'est bien pour jouer sur cible, mais pour jouer sur un terrain, c'est pas suffisant. Et j'en vois beaucoup. C'est pareil pour tous ceux qui jouent avec des lunettes avec les classifications de l'armée. On les voit, les Stanag, etc. Mais aussi, ne sont pas prévus pour l'airsoft. Donc du coup, dans le tas, il y en a qui pètent. Ok. Toi, cette année, ta commission travaillait sur un gros dossier, qui est le dossier sur les protections oculaires, justement, celui dont tu parles depuis tout à l'heure. Depuis combien de temps vous êtes dessus? Depuis début d'année, il faut savoir qu'il faut d'abord acheter les lois. Il faut les acheter auprès de l'AFNOR. C'est eux qui procurent les lois. Donc tout le monde est censé connaître la loi, mais il faut les acheter. Donc du coup, la FIFA les a achetés. De là, il faut les lire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu une loi, mais c'est imbuvable. Oui. Il faut la lire plusieurs fois. Bah, c'est pas pour rien que c'est le métier de pas mal de gens justement, hein. Exactement. Parce que c'est imbitable et qu'il y a, 40 articles. Une loi peut être déclinée sous 5 formes différentes et ces 5 formes différentes elles-mêmes sous 3 formes différentes, enfin, c'est très particulier, très chiant. Exactement. Et même quand c'est ton boulot, t'en chies, hein. Je sais de quoi je parle. Et sachant qu'il y a les textes de loi, mais il y a aussi, ce qu'on rajoute par-dessus. Typiquement, il y a le code du travail et puis il y a les conventions collectives. Les jurisprudences. Et si tu as la même chose pour chacun des codes de loi, ça va devenir pénible à traiter, tout ce qu'il y a. C'est un gros taf, de devoir ranger tout ça et se taper la lecture de tout ça.
Et de formuler simplement pour que des débiles qui tirent de la bile le week-end le comprennent. Il y a aussi les normes, et les normes, c'est encore plus pourri que la loi pour s'y repérer et pour lire dedans. Encore la loi, ça va, surtout des trucs comme Légifrance, tu peux t'y repérer assez tranquille si tu t'y connais, mais les normes, là, c'est galère. Et pour le coup, les mecs, ils se gavent quand tu dois acheter des normes. Faut quand même vendre derrière. Le but, c'est de protéger, mais il y a aussi un aspect vente, c'est indéniable. C'est un business. Bah oui, complètement. Fric égale pognon, comme diraient certaines personnes. C'est ça. On est sur la fin de cette norme-là. C'est la EN 166. Aujourd'hui, en Airsoft, on avait la classification F et B. Donc F, on l'a dit, c'était 0,86 joules. Et la B, ça va jusqu'à 6 joules 19. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire une normalisation par rapport à l'Union européenne. Donc on passe sur de l'ISO. Donc aujourd'hui, on est sur de l'ISO 16320. Alors, on est sur des classifications C, D et E, sachant que la C, c'est comme le F, c'est 0,86 joules. La D, c'est du 2 joules 75. Et la E, c'est 6 joules 16. Sachant qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore de lunettes et de masques en E. Pour l'instant, on n'est que sur du C et du D. Donc, du coup, on est limité sur du 2 joules 76. Alors, du coup, on a fait un dossier explicatif. J'ai entendu beaucoup de personnes, et notamment des youtubeurs assez connus, qui critiquaient le fait que vous avez passé beaucoup de temps à écrire ce dossier. Est-ce que tu peux dire quel nombre d'heures ça représente? Parce que vous êtes bien entendu tous bénévoles, vous avez un travail à côté, une vie de famille, et donc vous faites ça sur vos heures de temps libre. Exactement. Après, tous les bénévoles n'ont pas le même temps à accorder à la FFA. C'est logique, hein? Il y en a qui peuvent accorder 1 heure par semaine, d'autres qui arrivent un peu plus et d'autres beaucoup moins. Ça peut être aussi des périodes. Il y a des périodes où au niveau du boulot, on est dans le feu, donc du coup, on peut pas intervenir au niveau de la FFA. Il y a des périodes où on a beaucoup plus de temps, donc on peut beaucoup plus s'y consacrer. Et c'est con, mais la motivation joue aussi. S'il y a pas la motivation ou le moral, tu pas envie de t'investir, surtout pour du bénévolat, parce que le travail, c'est un impératif limite. Pour du bénévolat, si tu pas l'envie, ça va être compliqué de te forcer. Et sachant que c'est du bénévolat à se palucher des normes. Ouais, donc vraiment une belle envie de se tailler les veines. Mais on le fait parce qu'on est là pour ça et on fait le job. Maintenant, c'est pour ça que ça prend du temps. On est vraiment des bénévoles. On a quand même un salarié, mais la salariée, elle est là pour répondre aux appels, elle est là pour aider les associations. C'est plus du secrétariat qu'autre chose, quoi. Oui, c'est du secrétariat un peu plus, mais il faut savoir qu'on doit avoir une dizaine de demandes par jour. Il faut les traiter, ces demandes. Mmh. C'est pas forcément que des associations, ça peut être aussi des demandes de l'URSSAF, de tous les établissements externes qui pourraient nous solliciter. Il y a des pros aussi qui nous demandent pas mal de renseignements. On aide même les assos qui sont pas affiliés. On refuse d'aider personne. C'est pour ça que des fois, quand on nous contacte, on répond pas de suite. C'est pas parce que on veut pas, c'est parce que des fois, on peut pas répondre dans l'instant T. On avait créé une FAQ qui a heureusement soulagé Laetitia, donc du coup, celle qui s'occupe de vous recevoir par téléphone. Mais ça n'empêche que c'est un boulot à plein temps. Donc du coup, à côté de ça, elle peut pas gérer tout ce qui est à côté, sachant que c'est quand même le boulot des bénévoles de le faire. Si on en revient au nombre de lunettes, déjà, la mise en place par la FF Airsoft de plus prioriser les masques de protection, parce que je crois que la majorité des lunettes de protection à branches tombaient dans la partie EN166F. Oui, c'est ça, c'est bien. Je me souviens qu'au tout début, ça a été mis en place. C'était EN166B minimum, c'était B ou A. Je sais que ça avait déjà fait grand bruit à l'époque et que les gens beuglaient. Ça avait dû être pénible pour vous de gérer ça. Mais au final, c'est toujours d'actualité. C'est ce qu'il fallait jusqu'à aujourd'hui. Ah non, mais je mets pas en compte le fait que ce soit pas encore d'actualité. Justement, c'est que l'histoire des EN166 qui vont être changés, du coup, avec la nouvelle norme ISO, c'était quelque chose qui a été mis en place en 2018, qui avait déjà fait beaucoup de bruit. Parce que les airsofters sont ce qu'ils sont, des gens qui sont prêts à mettre 800 balles dans une réplique et 500 dans un play de carrière, mais oula, faut acheter des lunettes pour protéger mes yeux. Sachant qu'il y a aussi ça, et c'était quelque chose qui était mis en avant dans le dossier à l'époque avec les EN166, c'est que c'est de l'équipement de protection, donc quand il a pris trop d'impact, faut le changer. Exactement. C'est quelque chose auquel moi je suis confronté parce que je suis motard et en tant que motard, tu chutes ton équipement, faut le changer, c'est normal. Et c'est quelque chose que les airsofters n'ont pas l'air d'être habitués. Le masque, c'est du consommable. Exactement. J'allais donner le même exemple, figure-toi. C'est l'exemple le plus parlant. Ça me parle très bien, ouais. Maintenant, on en parle autour de moi, j'en parle de plus en plus. La mentalité a changé. Les gens, ils font attention de plus en plus. Lors des salons et des déplacements qu'on fait, on se rend compte que les gens ne se tiennent pas au courant, donc ils le savent pas. Et ça, c'est un manque d'information que les associations ou les professionnels ne font pas. Ça m'est déjà arrivé sur Toulouse d'aller chez un professionnel dans la boutique, il y avait 0 lunettes de haut norme. Ils étaient toutes en F. Il n'y en avait pas une en B.
Donc ça, je trouve ça alarmant. Du coup, j'ai fait de la sensibilisation et c'est là qu'on essaye de travailler, mais c'est compliqué d'aller chez tous les pros pour leur dire, bah, faites attention, vous n'êtes pas dans les clous, c'est très compliqué. C'est une période qui m'a marqué parce que ça a été un gros changement. On passe du jour au lendemain de «Oh les lunettes et les masques, prenez ce qu'il y avait, oh du grillagé ça passe» à «Non, EN166, sinon vous allez perdre vos yeux» et ça avait fait beaucoup de bruit, pour tous les gens qui jouaient déjà à cette époque. Ça a dû vous marquer. Kurma, on jouait déjà ensemble, on était dans la même asso. Ça a été pénible de gérer ça dans l'asso parce qu'entre ceux qui étaient en mode: «Moi je m'en fous, je change pas de lunettes, ils iront se faire foutre», ceux qui étaient en mode: «Ouais, bah vas-y, je m'achète une paire de lunettes à 15 balles, mais je la mets, dans le sac, comme ça, je l'ai, mais je jouerai toujours avec les anciennes» et ça a dû être très dur et il y a aussi, les protections mili, les gens qui disaient: «Moi, c'est bon, j'ai de la protection, elle est avec une norme militaire, donc c'est pas de l'airsoft qui va la faire trembler», sauf que c'est pas les mêmes tests, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas Pas le même espacement entre la lunette et la peau. la plupart des lunettes de protection, genre tu prends du SS ou, du Bollé, des lunettes à branches, elles ont, les normes militaires parce que c'est fait pour stopper un étui de 5,56 qui te vient dans la gueule, mais c'est pas fait pour arrêter une bille lancée à 2 joules. Exactement. Mais ça, c'est compliqué de le faire entrer dans certaines têtes. J'entends, ça me fait penser à un truc moderne aussi. On parle principalement des masques. Tu parlais des gens qui ne voulaient pas mettre des masques grillagés ou autre chose parce que la buée. À l'heure actuelle, il y a des anti-buées qui existent. Je pense au système de Novritsch et au X-Fog, mais ça demande des modifications. Avec le changement de normes, est-ce que ça a été abordé sur ces modifications qui peuvent potentiellement compromettre le masque? Moi-même, j'ai fait la modification. Je porte des lunettes et j'ai un masque par-dessus. C'est comme une voiture. À chaque fois que tu apportes une modification, tu es censé la refaire contrôler derrière. À partir du moment où tu touches à la structure, elles sont plus censées être aux normes. Maintenant, c'est toujours mieux de le faire que de jouer avec des F. C'est pas fou, mais c'est le moins pire. Red, ce que tu as fait, c'est faire des trous dans la mousse pour passer un tuyau. J'ai fait des trucs. Est-ce que c'est vraiment N66 et maintenant ISO? Je suis pas sûr parce que j'ai juste maintenant des bandelettes et le masque est toujours plaqué parce que j'ai fait quand même des choses qui remontent depuis mon masque sur le casque pour bien les plaquer. C'est toujours un masque, mais vu que j'ai des lunettes dessous, je me sers surtout de ça pour le retenir, mais je fais en sorte qu'il soit plaqué. Mais j'ai dû apporter des modifications parce qu'avec mon système EXFOG, c'est plus compliqué. Mais que ce soit le X-Fog comme le Novritsch, c'est juste découpé dans un passage mou de l'armature. Mais toujours est-il que ça, aux yeux d'une assurance, ça peut passer comme une modification qui a compromis l'efficacité du dispositif et du coup pourrait être un motif à ne pas rembourser parce que tu as modifié ta chose, comme le fait sur une moto, d'une voiture, d'avoir changé une partie qui, en apparence, n'a rien changé à la chose, mais tu as fait une modification qui pourrait donc, ça compromet tout. Ah, tout à fait. À partir du moment où tu découpes, tu fais quoi que ce soit, que tu touches à la structure, ta lunette, elle est plus aux normes. Voilà. Donc là, à partir du moment où elle est plus aux normes, ben, au niveau assurance, on en est là. Maintenant que je sache, il existe des modèles où c'est déjà tout fait, que je dise pas de bêtises, mais par exemple, les lunettes qu'avait, Si on parle des ESS Turbofan, je crois pas que ce soit celle-là, c'est avec un tube, avec un moteur à l'arrière du casque. ça c'est ce dont je parlais. C'est du montage à rajouter par-dessus. Je crois pas qu'il y en ait qui existent de base comme ça. Pour le coup, c'est des systèmes Novritsch. Les masques Novritsch sont basiquement compatibles, mais ne viennent pas avec le système. Mais normalement, je crois qu'un des masques Novritsch, la modif à faire est minime parce que c'est conçu pour être compatible avec ce système-là. Mais la plupart des systèmes sont adaptables et utilisables sur la plupart des masques. Pas la majorité, mais la plupart en tout cas. Les turbofans viennent directement avec le ventilateur monté dedans, mais par contre, les turbofans, déjà, il faut les trouver. Et ensuite, c'est pas loin de 300 balles. Hein. Maintenant, en plus, oui, les turbofans sont quasiment introuvables. Si elles le sont, c'est uniquement de couleur noire en profil NVG. Je sais que la plupart des utilisateurs de turbofans étaient des porteurs de lunettes, car quand tu as des lunettes sous ton masque, tu es encore plus sujet à la buée. Demandez pas comment j'ai cette info, hein. Du coup, forcément, j'ai été intéressé par les turbofans et les vieux turbofans n'existent plus, peut-être en occasion, mais du coup, c'est les vieilles versions. Et la seule trouvable neuve à l'heure actuelle, acheter un masque d'occasion, c'est comme acheter un casque de moto d'occasion, c'est une mauvaise idée. Faut jamais faire ça. T'achètes pas un masque de protection d'occasion. Les cimetières sont remplis de plein de gens qui ont eu des mauvaises idées. Et surtout que tu connais pas la vie du masque juste avant, tu sais pas combien de billes il a. C'est exactement ça. Le mec va te dire: «Ouais, il est flambant neuf» parce qu'en apparence, il est bien, mais ça se trouve, il s'est pris 50 billes, de slime dans la gueule et le mec te l'a pas dit et donc ça, faut l'exclure parce que faut pas acheter du matos de protection d'occasion parce que c'est de la seconde main et tu ne sais pas comment il a été utilisé. Du matos de protection, ça s'achète neuf. Les seuls trouvables chez ESS en turbofan à l'heure actuelle, c'est 300 balles quand c'est trouvable, uniquement au profil NVG, donc profil, assez proche, du visage, donc pas possibilité d'y mettre des lunettes. Ça va être un bandeau noir et un masque noir. Et même, je suis pas sûr au niveau des normes. J'imagine que c'est au moins EN166B, mais en même temps, est-ce que la lunette de protection du masque n'est pas F? Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a deux marquages de EN166. Tu as le vert
et les branches. Tu peux avoir un verre en EN166B et des branches en EN166F et vice-versa. Mais c'est pour ça, du coup, là, on parle d'un masque qui a plus de chances d'être aux normes milli que airsoft ou protection de projectiles, qui arrive avec une certaine vélocité. Donc, 300 balles pour un truc où t'es pas sûr que ce soit aux normes, où tu peux pas l'utiliser avec des lunettes dessous, c'est chiant. C'était bien à l'époque quand il existait, mais encore une fois, on est dans une discipline, qui veut grimer des soldats avec leur matos, donc on achète des reproductions de matos de ces soldats ou pour les plus motivés, du real steel ou du real deal pour faire plaisir aux cimeux. Mais toujours est-il que c'est du matos qui est pas prévu pour de l'airsoft à la base. Dans le doute, il n'y a pas de doute, faut pas prendre. Exactement. Il existe d'autres systèmes, c'est un peu plus pour les bricoleurs. Je sais que je l'avais fait à l'époque et ça marche hyper bien. En gros, il faut prendre des masques volés comme les X1000 ou les X800, les Delta tactiques, qui sont légèrement ajourés sur le dessus et en bas. Celles-là, elles sont aux normes, donc du coup, tout va bien. J'avais intégré sur mon casque un petit ventilateur de PC avec un petit bouton qu'on peut enclencher. Dès qu'on a la buée, on l'enclenche, 1 minute, la buée part et hop, on repart. Et ça peut être sympa à mettre en place pour ceux qui bricolent. Ouais, mais ça aussi, c'est de la modification du masque au final, donc du point de vue de l'assurance. Tu touches pas au masque, c'est dans le casque, Ça souffle dans les ventilations du masque, en fait. dans le petit ajour. OK, j'ai compris, j'ai la vision. Moi, j'ai une super technique, sinon, c'est transpirez pas. Voilà, donc mesdames et messieurs, Kurma et ses réactions complètement utiles. Pour le coup, moi, j'ai pas de problème de buée, les gars. Oui, et tu pas de problème de vue non plus, Exactement. sauf que c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est cool ton commentaire, mais moi ça me casse juste les couilles parce que j'aurais bien aimé ne pas avoir de problème de vue. On le voit pas courir sur le terrain, donc c'est pour ça qu'il transpire pas. Ah bah si, justement, quand t'as de la buée, il faut courir. Si tu commences à avoir de la buée, ça veut dire que ça fait trop longtemps que tu campes à l'endroit où tu es, c'est tout. C'est ça, faut courir. Exactement. Donc si on écoute Kurma, si vous transpirez ou que vous avez des lunettes, arrêtez l'airsoft et allez vous faire foutre, globalement. Ou alors c'est que vous êtes dans un hammam. Ah, peut-être. On en était que ça se transforme en ISO. Au niveau des EN166, ceux qui les ont déjà pourront continuer la norme pour ceux qui les achètent, pas changer, mais ceux qui les ont déjà, ils seront toujours actifs. C'est un truc à savoir. Si on a une EN166B, c'est pas la peine de le jeter pour acheter une ISO. Donc voilà, c'était le petit truc à ajouter pour que les gens soient au courant. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est prévention. À l'heure où on enregistre le podcast, il y a 2 jours, il y a eu l'assemblée générale de la FFA. Est-ce qu'il y a des nouveautés en dossier qui sont sorties à ce moment-là, sur lesquelles vous avez travaillé? Non. En fait, au niveau d'une assemblée générale, on débat pas énormément, c'est pas ce qu'on met en place le plus. En fait, se fait surtout au niveau des réunions du CA. Suite à l'AG, on va faire une réunion du CA qui devrait pas tarder là. Et c'est là qu'on va mettre en place la conduite de l'année qui va suivre. L'AG, on en a parlé, mais on fait que survoler, on rentre pas dans les détails, alors que là, on rentrera dans le détail. Lors de l'épisode précédent, lorsque nous avons reçu Gros Quick, il avait proposé un sujet de débat 3 joules pour les snipers. Après avoir débattu, je t'ai poussé la question pour que tu puisses l'aborder lors de l'assemblée générale de la FFA. On a discuté de cette réponse en privé avant l'enregistrement. Est-ce que tu peux décrire pour les auditeurs quelle est la position de la FFA suite à cette question? En fait, on a plein de problématiques qui pourraient se mettre en place si on fait ça. C'est compliqué à mettre en place, dans le sens où l'airsoft aujourd'hui repose sur un cadre juridique assez strict, donc cette limite de 2 joules qui est définie par le décret 99-240, qui donne les classifications. Donc du coup, là, ça classifie les répliques de 0,08 joules à 2 joules. Si on sort des 2 joules, on n'est plus dans cette classification. Donc du coup, on passe sur des armes de catégorie D. À partir du moment où ça passe en catégorie D, si un participant à 3 joules et tire sur une personne, il a mal, mais cette personne-là peut toujours aller porter plainte pour violence avec arme, étant donné que au-delà de 2 joules, c'est plus une réplique, mais une arme. Au niveau juridique, le problème que ça pourrait engendrer, c'est que c'est une multiplication des plaintes. Et donc, du coup, ça aiderait pas à dorer le blason de l'airsoft. Bien au contraire. Autre problème qu'il pourrait y avoir justement par rapport aux protections oculaires, il va y avoir en vente que les protections en ISO, parce que ça rentre en vigueur le 11 novembre 2024. Donc, du coup, à partir de là, on pourra trouver que des catégories C et D, en sachant que la D, elle fait que 2 joules 75. Donc, elle va pas jusqu'à 3 joules. Donc, il faudrait trouver des haies, mais qui se fabriquent pas aujourd'hui encore. Donc, du coup, là aussi, c'est bloquant. Au niveau des assurances, le fait d'être à 3 joules, sachant que les joueurs jouent souvent sans grille, ça pourrait engendrer des soins dentaires plus importants. Donc forcément, des soins plus coûteux. Donc du coup, l'assurance pourrait fortement augmenter, voire même peut-être refuser la couverture. Parce que s'il y a trop de frais derrière, les assurances, à un moment donné, disent stop.
en tout cas, ce que pense plus ou moins la FFA, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre actuel, c'est quand même compliqué de mettre en place. On n'est pas fermé aux choses, mais il y aurait quand même plein de choses à mettre en place entre-temps. Les protections et peut-être aussi les mentalités des joueurs, les faire évoluer un petit peu. Et il faudra voir. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Ok, la réponse est claire. Je peux répondre à une deuxième question qui avait été posée sur le kart. Oui, tout à fait, c'était une question de Elbridos qui voulait connaître la position de la FFA quant au passage chronie à la 0,20, car cette pratique amène de nombreux joueurs à dépasser les 2 joules et donc à jouer de manière illégale sur le terrain. Elbridos, c'est le fondateur de la communauté 595 qui touche sa bille côté technique, et c'est un sujet qui est son fer de lance. Pour lui, et ce que fait beaucoup d'associations à l'heure actuelle, c'est faire le passage chronie à la bille de jeu joint au peuple réglé. Du coup, il voulait connaître la position de la FFA et ce que la FFA comptait faire par rapport à cette problématique. On met un cadre en place. C'est-à-dire que l'airsoft, c'est entre 0 joules et 2 joules. Et en fait, il faut que ça soit les associations qui prennent la responsabilité pour faire en sorte que les joueurs ne dépassent pas ces 2 joules. Maintenant, qu'importe la pratique de comment ils le font, il faut juste qu'ils fassent en sorte qu'ils ne dépassent pas ces 2 joules. Donc du coup, c'est à la responsabilité des associations, c'est pas à la FFA de sortir une énième règle parce qu'il y en a certains qui jouent pas le jeu, etc. Si jamais ils veulent faire comme ça, mais que derrière, ils arrivent à ne pas faire dépasser 2 joules, pourquoi pas? Maintenant, si eux, ils dépassent les 2 joules, c'est eux qui sont en tort et c'est eux qui vont charger, tout simplement. Merci d'avoir répondu à cet ensemble de questions électro. Je vais en avoir une dernière qu'on va pouvoir catégoriser d'un peu plus vénère. Récemment, je suis tombé sur un nouveau format proposé par Golgi sur sa chaîne YouTube, qu'il appelle Podcast, dans lequel il réunit tout un tas de personnalités de l'airsoft pour débattre autour de certains sujets. À la fin du premier épisode, il y a une question qui a été posée par un des membres autour de la table de manière assez énervée sur la FFA. La question portait sur la responsabilité en cas d'accident et le fait que la FFA n'ait pas délimité de cadre clair pour pouvoir déterminer facilement qui était responsable en cas d'accident. On avait tous les deux pu échanger sur le sujet et on a pu voir au cours des questions précédentes que la responsabilité était régulièrement déterminée par l'assurance. Toutefois, je te propose qu'on applique la piste de réflexion pour pouvoir déterminer facilement de qui est la responsabilité d'un accident sur un exemple concret. Imaginons, nous sommes dans une association. Le règlement de l'association dans laquelle un joueur va jouer impose de porter une protection au niveau des dents, donc que ce soit un masque grillagé ou autre, de manière à prévenir en cas d'accident. Un joueur va sur le terrain, il met pas sa protection et commence à jouer. Il prend un tir d'une réplique à longue distance, grammage lourd, ça lui fait sauter une partie d'une de ses dents. Alors, qui est responsable à ce moment-là? François, dans l'exemple que tu as donné, si c'est marqué dans son règlement, ça veut dire qu'il ne respecte pas le règlement, donc c'est le joueur qui est fautif. Maintenant, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va être une enquête qui est faite, après tout dépend de la gravité du truc, mais si jamais ça arrive au tribunal, ils vont chercher à savoir qui est le responsable. Si le joueur n'a pas respecté, il est responsable. Maintenant, pourquoi l'association a laissé jouer le joueur sans masque? Ça peut être aussi une question qui peut être abordée, mais il n'y a pas de réponse toute faite. C'est à l'appréciation du juge. C'est le cas où l'association a ça écrit dans ses règles, mais on sait que beaucoup d'associations ne met pas forcément à jour ses règlements intérieurs en fonction des évolutions, ou ne se prend pas forcément la tête avec ça. Il y a beaucoup d'assauts qui ont ce statut d'assaut, mais qui ont été créés avec Facebook, ou même des anciennes qui peuvent se prendre la tête et qui au final vont avoir un règlement très succinct, mais qui vont donner toutes les règles en début de partie. Mais est-ce que du coup ça fait foi? Qu'est-ce qui fait foi au final? Les règles qui vont être énoncées au début de la partie, qui vont dire qu'il faut jouer avec un masque grillagé, sinon c'est non, ou des règles écrites sur un forum ou sur une page quelque part, que les gens sont censés signer. Parce qu'il y a ça aussi, un freelance qui vient et qui joue sans grillage, il n'a pas forcément lui accepté les règles en place. Comme tu disais, il y a plein de cas, il va y avoir des enquêtes, mais ce qui en sort, c'est hyper complexe au final. En soi, si un freelance arrive et qu'il connaît pas les règles, normalement, quand il va quelque part, il est censé les connaître. Maintenant, j'invite les associations, s'ils le peuvent, à les afficher. Ce qui fait foi, c'est le règlement intérieur. À partir du moment où tu as un règlement intérieur qui est décrit et accessible publiquement, l'association n'a pas à obliger les gens à lire le truc. Je veux dire, on peut pas mettre un couteau sur la gorge pour que les gens lisent. Le fautif, c'est le joueur qui respecte pas les règles. Mais si la règle est juste vocale et n'est pas forcément dans le règlement, là pour le coup c'est l'association qui va être en tort, non? À partir du moment où elle a été dite, l'oral, ça fonctionne, surtout qu'il y a au taquet de témoins, quoi. OK, OK. Après, faut pas oublier de le dire. C'est que si la règle a été dite de manière écrite ou vocale, le fait est que la personne n'a pas voulu respecter. Ensuite, comme tu le soulignais, si l'asso continue de le laisser jouer, alors qu'il respecte pas la règle, il y a peut-être aussi un problème du côté de l'organisation. Exactement. Les associations, à partir du moment où elles sont en règle,
Elles ont rien à se reprocher. Je connais très peu de présidents d'Airsoft qui sont partis en prison parce qu'il y en a un qui a pris une bille dans les dents. Les lois sont là pour ça, mais après, il faut qu'il y ait un mort pour que ça soit très grave. En général, les assurances se règlent entre eux et après, elles demandent le règlement des associations. Elles vont pas chercher non plus à aller sur le terrain pour demander qui était là, etc. À chaque fois, les accidents sont faits au cas par cas. Il n'y a pas de généralité à faire. Et il faut reprendre l'accident dans son contexte, étudier tout ce qui s'est passé pour déterminer la responsabilité. Il n'y a pas un dossier générique qui peut être fait parce que chaque accident sera différent. Exactement. Sur le site de la FFA, on donne des exemples, mais il n'y a pas un accident qui se ressemble. Ils sont tous différents. Il faut voir comment c'est organisé, qui organise, qui participe. Il y a vraiment une enquête qui est menée en général pour déterminer qui est le responsable. Mais nous, à la FFA, on ne peut pas déterminer en avance qui va être responsable. C'est pas possible. Si ça passe devant un juge ou même les assurances, on ne sait pas quelle décision ils vont prendre. On ne peut pas connaître leur décision en avance. Non, mais c'est sûr. Puis ça dépend vraiment de la personne qui va juger le dossier. Exactement. Il y a tellement de facteurs qu'on peut donner que des petits exemples. Donc, on décrit comment ça se passe, qu'est-ce qui est pris en charge et qu'est-ce qui ne l'est pas. Maintenant, pour les cas particuliers, tu as quelqu'un qui tombe dans une cage d'ascenseur, il faut voir comment ça se fait qu'il a pu tomber dans l'ascenseur, etc. Après, c'est un exemple, mais ça peut arriver. C'est même déjà arrivé. C'est un vieil exemple, ça, en plus, hein. C'est l'exemple qu'on ressort toujours. En même temps, il a beaucoup fait parler, hein. Bon, peut-être à cause du terrain aussi, mais bon, ça c'est un autre souci. Oui, dans l'entreprise qui gère ce terrain, c'est ça? On ne citera pas de nom, même si tu l'as déjà fait en citant le podcast, mais tu n'as pas cité la personne en question. Merci Electro d'avoir répondu à nos questions sur le sujet. Je te propose qu'on passe à la rubrique technique présentée par Kurma avant que tu reviennes avec le sujet de ton débat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez simple finalement, mais avec beaucoup d'informations. C'est les optiques et plus largement les dispositifs de visée. On va écarter le premier parce qu'il faut l'écarter. Parfois, certaines personnes considèrent les lasers comme un dispositif de visée. Ce n'est pas un dispositif de visée. Je vais expliquer pourquoi. Un laser, ça se règle pour avoir le pointeur au bon endroit à une certaine distance. Dans la réalité, les lasers ne servent absolument pas à viser. Ça peut donner une indication très vague à très courte distance, genre moins de 10 mètres. Les lasers, ça ne sert pas à viser tout simplement parce que vous êtes obligé de le régler par rapport à la distance que vous voulez toucher. Et surtout, le temps que vous cherchiez votre point lumineux des yeux, vous avez eu le temps de recevoir 2 mid-cap dans le museau. Donc ça, c'est une déformation qui vient du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, ça marche parce que le point du laser est systématiquement au milieu de votre écran et du coup, vous n'avez pas besoin de le chercher des yeux, étant donné que vous savez déjà où il est. Dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Donc les lasers, ce n'est pas un dispositif de visée, sans parler des législations, etc. N'utilisez pas ça pour viser, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il ne faut pas le faire. Bah, comme tu le dis, si on s'en réfère du coup à l'utilisation qu'en font les militaires, vu que nous, tout le folklore qu'on a des lasers, ça se base là-dessus, bah, c'est un outil de désignation, que ce soit les lasers visibles ou infrarouges. Exactement. Ils s'en servent jamais pour viser. C'est de la désignation. Exactement. On a plusieurs catégories. On va commencer par la plus simple, c'est les mires, les iron sights. Les mires mécaniques. La hausse, le guidon. Est-ce que les iron sights en airsoft, c'est bien ou pas? La plupart des gens utilisent des red dots, on viendra après. Mais je pense que les iron sights, c'est pas si mal en airsoft. Ça dépend juste quel iron sight on utilise. En airsoft, on s'engage à des distances qui sont très très courtes. Et plus votre iron sight va être ouvert, plus il va être efficace et simple à utiliser. Pour une fois, je dois admettre que les iron sights des AK sont vachement plus faciles à utiliser que les iron sights des M4. Dans la réalité, on fait pas des miracles avec un iron sight d'AK, alors qu'on peut tirer très précis et très facilement avec un iron sight de M4. Sauf que nous, on tire pas à 300 mètres. Nous, on tire à 50 mètres, on a besoin de faire ça vite, d'engager une cible et de la voir. Les sights ouverts des AK sont vachement plus pratiques. C'est des sights qui sont comme ceux des pistolets. Donc vous n'avez pas besoin de regarder à travers un trou, juste d'aligner votre mire dans votre guidon. C'est très pratique. Et j'avoue que j'ai souvent joué les AK au sight et ça se joue très bien mieux que les M4 au sight. Les sights de M4 sont vraiment pas adaptés pour jouer à 50 mètres. Honnêtement, je connais très peu de gens qui préfèrent jouer au sight qu'au red dot. C'est pas quelque chose de très pertinent en airsoft, je pense, étant donné qu'on bouge vite, qu'on n'a pas peur de mourir, comme dans la réalité. On n'est pas là non plus pour apprendre pendant des années à utiliser des sights correctement. Je parle pour les répliques longues, parce que pour les PA, c'est autre chose. Pour les PA, les sights, c'est ce qui est le plus utilisé. On tire généralement encore moins loin au PA. Et là, il va falloir apprendre. Il y a plein de PA qui n'ont pas d'emplacement pour monter des dots dessus. C'est très récent en fait. C'est très récent, ouais. Le mieux encore, c'est d'apprendre à utiliser les iron sights sur un PA. Ça se fait.
Il faut juste se débarrasser de certaines mauvaises habitudes, comme par exemple le réflexe humain qui est de baisser sa réplique pour voir sa cible en entier. C'est un réflexe du cerveau humain qui est très peu marqué sur les répliques longues parce que vous avez la crosse contre l'épaule, mais sur les pistolets, c'est quelque chose qu'on peut observer chez beaucoup de gens, notamment les nouveaux, et c'est un réflexe, c'est assez chiant de s'en débarrasser. Mais quand vous êtes coincé avec les iron sights sur un pistolet, je conseille d'apprendre à utiliser ça parce qu'il y a très peu de modèles avec des dots. Le dot sur le pistolet, c'est assez étrange. Sur une réplique longue, honnêtement, les sights, il y a plus grand monde qui utilise ça. Si vous avez des AK, c'est très facilement utilisable. Je pense aussi aux MP5 qui ont le petit barillet qui tourne. Il y a 3 trous, du plus grand au plus petit, mais il y a aussi celui qui est complètement ouvert, qui est très facile à utiliser en airsoft. Mais les iron sights, c'est quelque chose que plus grand monde utilise. Ensuite, on a les dots. Alors, les dots, ils se séparent en 2 catégories. Il y a les red dots, les reflex sights, ce qu'on appelle. C'est une contraction un peu bizarre de reflector sight. Et les holographiques. Les holographiques, c'est tout ce qui va être EOTech. Alors, Pas en airsoft. voilà, je vais parler des deux parce que c'est le moment culture et c'est le moment où je vais étaler ma culture, justement. En airsoft, on n'a pas d'holographique. C'est quelque chose qui est très compliqué. En reproduction airsoft, effectivement, tout ce qui est XPS, à part si vous achetez un vrai, C'est possible, hein. Il y a des gens qui achètent des vrais, mais globalement, en reproduction airsoft, les holographiques, on n'en a pas. Alors, c'est quoi la différence? Je vais expliquer vite fait comment ça fonctionne. Reflector sight, donc un réflexe, le red dot de base, ce qu'on a en airsoft, toutes les repros, etc. En clair, vous avez un petit dispositif avec une vitre qui est semi-réfléchissante. Et vous avez une petite diode qui envoie un petit point sur cette vitre. Vu qu'elle est semi-réfléchissante, vous voyez ce point. Et c'est ce qui va vous permettre de viser tout simplement. Vous mettez le point sur votre cible et vous tirez là où il y a le point, si vous avez bien réglé votre dot. L'holographique, c'est un système différent. Il n'y a pas ce principe de verre semi-réfléchissant. C'est un système qui est très compliqué, qui est très cher, très fragile. très fragile. Dans la réalité, ça a un avantage qui, nous, on s'en fout, c'est que c'est beaucoup plus pertinent quand on utilise des jumelles de vision nocturne. Parce que dans une jumelle de vision nocturne, le verre semi-réfléchissant, c'est un peu chiant. Sur une holographique, ce n'est pas le cas. Ça aussi, un autre avantage, c'est qu'il y a moins de parallaxe. Alors j'expliquerai après ce que c'est le parallaxe. Retenez bien le mot. Nous, en airsoft, les repros, on n'en a pas. On n'a pas de repros d'holographique, ça serait beaucoup trop cher, beaucoup trop chiant. Donc nos EOTech repros sont des fausses. Ça n'utilise pas le même système que les vrais. On n'a que des réflexes. Alors le réflexe, je conseille de trouver des réflexes avec des vitres très claires. Pourquoi? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est des verres semi-réfléchissants. Les verres semi-réfléchissants, parfois, les fabricants abusent un petit peu et font du semi-réfléchissant plus la TVA, et on n'y voit rien à travers. Il y a pas mal de répliques de dots qui sont très très foncées pour empêcher d'être ébloui quand on vise le soleil, mais théoriquement on vise pas le soleil, donc ça sert à rien. Moi j'ai plusieurs repros de dots, honnêtement, on y voit très bien à travers, mais ça efface un petit peu ce qu'on voit. On identifie moins facilement ce qu'on a dans notre dot. J'essaie de trouver des dots qui ont une vitre très claire. Je pense notamment à JJ Airsoft, notamment pour les EOTech JJ Airsoft. C'est un peu le loto, vous avez une chance sur 2. Quand vous avez de la chance, vous avez une EOTech qui a une vitre très claire et c'est très confortable à utiliser. J'ai parlé tout à l'heure de parallaxe. Alors parallaxe, qu'est-ce que c'est? Nous en airsoft, on va pas trop avoir ce souci-là parce qu'encore une fois, on ne tire pas loin. Mais le parallaxe, c'est un phénomène. Plus vous éloignez la cible de vous, à chaque fois que vous bougez votre œil sur la droite ou sur la gauche, le dot, théoriquement, suit la cible. C'est le principe du dot, c'est qu'il va rester sur la cible. Le parallaxe, c'est un phénomène qui fait qu'il reste pas tant que ça sur la cible. En airsoft, on n'a pas trop ce problème, même si ça peut arriver sur des dots très très cheap. Après, à 50 mètres, le parallaxe, il va être minime. Votre dot va quand même rester sur la cible. Et finalement, on a les lunettes. Alors les lunettes, c'est un sujet qui est un peu plus compliqué. Ce qui est lunettes grossissantes, ou pas d'ailleurs, le principe est complètement différent. On n'a pas nécessairement de laser, etc. On a la croix qui est à l'intérieur, c'est un objet fixe, qui est collé à la lentille à l'intérieur de la lunette. Et généralement, on va avoir une petite bague pour pouvoir régler la distance à laquelle on veut viser. Les lunettes en airsoft, c'est compliqué parce que, c'est mon avis, je trouve que ce n'est pas adapté. Sauf si t'es bigleux. Sauf si t'es bigleux. Mais dans la réalité, je sais qu'ils utilisent des lunettes qui vont jusqu'à x24, x40, enfin, des trucs énormes pour viser très très loin. Encore une fois, même les snipers, on joue pas à plus de 70-80 mètres pour les plus audacieux. Du coup, pour voir à 80 mètres, franchement, x2, ça suffit en fait. La plupart des lunettes qu'on peut acheter sur le marché commencent à x3. C'est jouable, mais c'est limite parfois trop. Il y a l'exception des LPVO, qui, elles, commencent à x1. C'est le principe d'une LPVO. C'est une lunette, mais pour tirer pas trop loin. L'explication facile, c'est ça. Faites attention, quand vous achetez une lunette, de prendre le premier grossissement. Vous allez généralement avoir marqué x3, x9, tiré 40 par exemple. Le 40, ça va être le diamètre de votre optique. Plus elle est large, plus elle va capter de la lumière, plus vous allez avoir une image qui est claire à l'intérieur. Les premiers chiffres, le x3, x9 par exemple, c'est le plus courant. x3, ça va être votre minimum.
Et x9, ça va être votre maximum. Votre grossissement minimum va être grossissement maximum. Le maximum, prenez ce que vous voulez. Si vous voulez avoir un télescope et regarder la Lune, allez-y. Par contre, le premier chiffre, essayez de prendre le plus bas possible. Plus vous avez de l'amplitude, plus ça sera confortable à utiliser. Vous allez pouvoir couvrir toutes les situations. x3, c'est déjà assez haut. Essayez de prendre x1, x2. Si vous avez x1,5, parfois il y a certains fabricants qui font x1,5. Ça, c'est sympa. Même pour du sniper, c'est un grossissement qui est pas déconnant, qui est assez bas, c'est confortable. Plus vous allez grossir, plus ça va être compliqué d'avoir une image claire et plus vous allez vous fermer, entre guillemets, à ce qui se passe autour de vous. En airsoft, c'est pas recommandé. Bon, le problème des lunettes, c'est le poids. C'est un truc à pas négliger. Votre réplique, elle fait 2 kg. Très bien, c'est super léger, vous êtes content. Vous mettez une optique qui fait 1 kg dessus. Votre réplique, elle fait 3 kg et c'est plus léger. Et ça peut devenir très très vite très chiant. Surtout que généralement, les lunettes, on met ça sur des DMR qui sont déjà relativement lourds. On se retrouve vite avec un truc qui fait 4,5 kg, voire plus. J'ai un combo lunettes Holy Warrior qui est absolument magnifique et qui fonctionne très bien. Je ne la joue jamais parce que la lunette toute seule fait 1 kg. Ça rajoute du poids. Normalement, sur l'équilibre avant-arrière, ça joue pas trop, mais ça rajoute du poids sur le haut de la réplique et du coup, à manipuler, ça rajoute quand même un peu d'inertie. Ouais, c'est un peu chiant, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Quand vous achetez vos lunettes, essayez de voir le poids. Sur mon SPR, j'ai acheté une lunette, forcément c'est un DMR. J'ai cherché plusieurs sites pour essayer de trouver la lunette la plus légère possible, peu importe le prix. Il se trouve que souvent quand c'est léger, c'est que c'est cheap. J'ai trouvé un truc très très cheap, je crois qu'elle m'a coûté 35 €. C'est une Swiss Arms, mais elle a l'avantage de ne faire que 300 grammes. Honnêtement, ça change vraiment la vie. Faites attention à ça. Il y a un autre truc à prendre en compte dans les lunettes, c'est ce qu'on appelle l'eye relief. L'eye relief, ça va être à quelle distance de votre œil la lunette vous donne une image convenable. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui ont acheté des ACOG. Les ACOG, c'est un grossissement x4 qui est fixe. Elles sont assez détestées dans le monde de l'airsoft parce que l'eye relief est très court. C'est 1,5 pouces. Ça veut dire que votre œil doit être à 1,5 pouces du cul de votre lunette pour que vous ayez une image correcte. Si vous vous éloignez de ça, ça va devenir flou. Vous allez avoir une sorte de rond noir à l'intérieur sur les bords de votre lunette. Globalement, c'est horrible au niveau aérien, c'est plus handicapant qu'autre chose. Sachez que 1,5 pouces, c'est très très court. Les Américains ont un terme pour ça. Ils appellent ça a nose to charging handle. Ça veut dire que sur une M4, il faut avoir le nez qui touche le levier de chargement. Et là, vous avez le bon eye relief pour viser à travers une ACOG. C'est pas confortable du tout, surtout si vous aimez avoir des crosses assez longues. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien avoir leur réplique à bout de bras, j'ai jamais compris, mais chacun trouve son confort comme il veut. Il y en a qui aiment bien déplier la crosse au maximum. Si vous mettez une ACOG là-dessus, vous allez juste rien voir. Il faut y faire très attention. Ne prenez pas non plus l'eye relief le plus long. L'eye relief le plus long, c'est l'eye relief le plus chiant à obtenir parce que dès que vous allez bouger d'un demi-centimètre, vous allez plus rien y voir. Ça vous donne aussi une image qui est relativement déformée. Un eye relief classique, c'est entre 3,5 et 4 pouces. Ça fait 10 cm. Si vous avez à peu près 10 cm entre votre lunette et votre tronche, c'est parfait. C'est généralement ce qu'il faut pour une lunette. C'est le plus confortable à utiliser. C'est ce qui est le plus adapté à la plupart des crosses, toutes les répliques qu'on peut utiliser. Si vous voulez vraiment jouer avec une ACOG, il va falloir s'habituer à foutre son pif dans le levier de chargement. C'est un prérequis, vous n'avez pas le choix. Maintenant, on va pouvoir tricher. Je sais qu'il y a pas mal d'ACOG qui ne sont en réalité que des red dots. Ça n'a pas de grossissement, ça donne l'impression d'avoir une ACOG, mais vous pouvez tirer confortablement dessus tout en y voyant quelque chose. Moi, j'ai opté pour ça parce que les ACOG, c'est abominable à ce niveau-là. Quelques petites recommandations de marque pour vos optiques. Première marque que je conseille, c'est Holy Warrior. C'est une marque qui est plutôt de bonne facture. C'est peut-être pas les meilleures optiques que vous puissiez acheter. Mais Holy Warrior, ça a l'avantage d'avoir des très bons marquages. Je sais pas s'ils ont obtenu les licences. Non! C'est obscur. Hong Kong, ma gueule. Taïwan ou enfin l'Asie globalement. La question de licence n'existe pas. Ils s'en foutent complètement. N'empêche que vous pouvez acheter des dots qui sont avec des jolis marquages, qui sont plutôt bien foutus et qui sont, allez, relativement raisonnables niveau prix. C'est pas le moins cher, mais c'est pas le plus cher non plus. Sur AliExpress en tout cas. C'est disponible chez Hops aussi, mais ils sont un peu plus chers et il n'y a pas toujours les marquages. Il y en a oui, il y en a non. Faut se méfier des shops français à ce niveau-là parce que ils importent sans trop savoir s'il y a les marquages ou pas. J'ai eu la surprise d'acheter un truc où il y avait marqué marquage et au final il n'y avait pas de marquage. Bon. Une autre marque que je peux conseiller, c'est Vector Optics. C'était vraiment pas cher avant, maintenant ça l'est un peu plus, mais c'est très solide. Ils disent que c'est pour du vrai matos, je suis pas convaincu de ça, ou alors c'est très cheap pour du vrai matos, n'empêche que pour l'airsoft c'est très suffisant. C'est peut-être même de meilleure facture que Holy Warrior. Ça se trouve un petit peu partout, ils ont surtout énormément de modèles différents. J'ai été déçu une fois par un dot qui vous fait le réglage automatique en captant la lumière, n'achetez pas ça, c'est vraiment de la merde. Dernière marque que je pourrais conseiller, c'est une marque pour le coup qui fait du RS, qui s'appelle Vortex.
Alors, vous avez de tout. Chez Vortex, il y a du très cher comme du pas cher du tout. Ils ont l'avantage de faire des répliques de T1, T2 qui sont vraiment pas chères pour du RS et qui fonctionnent extrêmement bien. On va pas se mentir, la différence entre du vrai matériel et de la repro, j'ai l'énorme chance d'avoir un vrai Simor. C'est vrai que c'est le jour et la nuit avec ce qu'on a comme repro. Sauf que c'est pas abordable. Voilà, c'est beaucoup trop cher. Si jamais vous voulez être tranquille, avoir un truc solide dans lequel vous y voyez bien, vous pouvez aller voir du côté de Vortex. C'est pas cher. C'est pas trop cher selon ce que tu prends. Mais surtout, l'avantage de Vortex, si vous l'achetez en armurerie ou en magasin, c'est garanti. Ils sont soi-disant garantis à vie aux US. En France, c'est garanti 10 ans, ce qui est déjà énorme. Renseignez-vous quand même avant d'acheter auprès de l'armurerie ou du shop dans lequel vous le prenez, mais potentiellement, c'est garanti. Qui dit garantie dit si ça se prend une bille dans la gueule, ça peut couvrir ça. Surtout, l'avantage de prendre ça, c'est qu'il y a des vrais marquages dessus, c'est joli. C'est vrai. Et c'est compatible avec le reste. Petite chose à prendre en compte aussi quand on achète une optique, c'est les batteries. Vos optiques vont utiliser des piles, quasiment toutes. Celles qui n'utilisent pas de piles, à part les lunettes bien entendu, moi j'y fais pas confiance. Le problème des piles, c'est que parfois certains fabricants chinois vont prendre des modèles de piles qui sont peut-être utilisés là-bas mais pas trop ici. C'est parfois un enfer de trouver les bonnes piles. Il y a toujours Amazon, AliExpress pour trouver des piles un peu chelous. N'empêche que si le samedi vous vous rendez compte que vous avez plus de piles dans votre dot et que dimanche vous jouez, vous pouvez pas aller chez Carouf acheter des piles comme ça. Veillez à choisir un dot qui a un modèle de pile assez répandu. Je pense à LR44, CR123, même il y a certains dots qui utilisent DLR6 ou DLR3. Ou de la 1632 ou de la 2032. C'est les piles plates Ça se trouve partout. et pas cher. Les CR123 et les 1632, 2032, ça peut être cher si on va les chercher chez Carrefour. Et surtout en rechargeable parce que les non rechargeables sont pas trop chers. Je pense notamment du côté de Nightcore. Olight n'en fait plus trop maintenant qu'ils sont passés au full rechargeable directement dans leur lampe, mais les anciennes piles rechargeables Olight, c'était la vie. J'ai les deux et je préfère les Nightcore. Moi aussi. Mais toujours est-il que le prix était pas le même pour les Olight que les Nightcore. Et les Olight étaient moins chers. Mais toujours est-il que la rechargeable, c'est plus cher, mais au moins l'avantage, c'est que ça se recharge. Je tourne qu'avec des rechargeables globalement. J'ai 6 CR123 rechargeables. Quand c'est possible évidemment, parce que les piles plates, ça va être compliqué d'en toper en rechargeable. Pour les piles plates, allez choper ça sur Amazon, hein, vous cassez pas la tête. Prenez un lot de 10 ou de 20. N'hésitez pas à les enlever parce que de temps en temps, il y a des dots qui ont tendance, même si éteints, à continuer de sucer la batterie dessus. Ça coûte rien d'enlever de la batterie, de la mettre dans une poche quelque part. Suivant le bouton qui est utilisé pour mettre la lumière dans votre dot, tout simplement. Si c'est un circuit fermé, même si le truc est éteint, ça va continuer à pomper de l'électricité. Si c'est un circuit qui s'ouvre, avec un bouton qui fait que le circuit est ouvert, normalement ça devrait pas se décharger. Faites attention, il y a même certaines dots qui ne s'éteignent pas tout à fait. Moi j'ai pu faire le test justement avec mon Simor. Le Simor, il faut savoir qu'il ne s'éteint pas. Quand tu le mets au minimum, ça ne l'éteint pas, ça le met juste à un point qui n'est quasiment plus visible, mais si vous faites le test dans le noir, vous mettez votre main, vous voyez encore un tout petit point rouge. Quelques recommandations de modèles, au-delà des marques. Il y a certains modèles qui sont mieux reproduits ou tout simplement plus réussis que d'autres. Hein. Je pense au T1, T2. C'est des petits dots qu'on trouve partout. Tout le monde les a reproduits et honnêtement, je suis jamais tombé sur un mauvais T1 ou mauvais T2. Même les marques les plus cheap, style Aimo, Element, ce genre de trucs, et je n'ai jamais trouvé un T1 qui était pas satisfaisant. Pour moi, les T1, c'est vraiment le standard. Et si jamais vous voulez un T1 très performant qui utilise des batteries LR03, des trucs qu'on trouve vraiment partout, c'est le Spark SPARC. Je crois que le mien, c'est un Holy Warrior, mais je suis même pas sûr. Si vous trouvez une repro de Spark, c'est vraiment un T1 dans lequel on peut foutre une LR03. C'est le meilleur des deux mondes. Triple A pour les intimes. Les EOTech, c'est quelque chose qui peut faire envie, parce que, on va pas se mentir, c'est stylé. Le problème, c'est que les EOTech en Airsoft, c'est pas toujours bien réussi. J'avais une vieille JJ Airsoft qui m'a toujours satisfait. Il me semble que Holy Warrior fait des EOTech qui sont pas mal du tout. Seul défaut que j'y trouve, c'est un certain ghosting en fonction de l'intensité. Donc faut bien régler, et même en trouvant un bon niveau, peut y avoir un ghosting résiduel. Mais bon, en termes de finition, en termes de qualité, c'est ce qu'il y a de mieux. Les EOTech, je pense que tout le monde veut une EOTech. Non, je trouve ça dégueulasse. Tu trouves ça dégueulasse, c'est bien. Tu vas t'éviter beaucoup de problèmes parce que les EOTech, c'est un peu le loto. Hein. J'en ai une, elle marche super bien, faudrait que je replie la marque. Même au sein de la même marque, parfois, on a des séries qui sont réussies et des séries qui ne le sont pas. Et c'est une constante chez tous les fabricants avec les EOTech. J'ai cité JJ Airsoft tout à l'heure, c'est une marque très cheap. J'ai eu 2 JJ Airsoft, il y en a une qui était bien et il y en a une qui était pas terrible. J'ai de la chance, c'est celle qui était pas terrible après une bille et celle qui a cassé. Mais tout ça pour vous dire d'acheter des kill flash, pas pour qu'on vous repère pas, mais pour protéger vos carreaux. Ou des protections plexiglas comme il en existe. Prenez des protections pour vos optiques. J'ai beaucoup trop d'optiques qui ont cassé. La dernière, c'est un petit exploit de mon compère ici présent. Bonjour. Première bille de la journée, bref. On en a déjà parlé dans le podcast précédent. Ouais, je sais, ça m'a un peu traumatisé. Les optiques, hein, si vous voulez une optique qui fonctionne, honnêtement, il faut pas aller chercher trop loin. Il faut prendre un système qui est éprouvé. Les T1,
C'est vraiment un truc qui marche super bien, que ce soit dans la vraie vie comme en airsoft. N'oubliez pas non plus qu'on fait que de l'airsoft. On n'engage pas aux mêmes distances que dans la vraie vie. Ne vous faites pas avoir par des systèmes qui sont hyper alléchants avec des gros numéros, des machins et des trucs super performants, etc. Globalement, on tire qu'à 50 mètres, 60 mètres, 70 mètres, pas plus. N'allez pas alourdir bêtement votre réplique avec quelque chose dont vous n'aurez pas l'utilité. Pensez à protéger vos optiques, c'est comme vos yeux au final. C'est con quand on casse sa lunette à 150 € parce qu'il y a une petite bille qui est passée par là. Ça coûte rien un kill flash. Je le dis pas assez, mais prenez-en. Ça n'empêche absolument pas l'utilisation d'une optique. Au final, les lunettes, c'est comme les téléobjectifs, ça sert à rien de prendre un gros téléobjectif si c'est pour aller photographier des champs. Exactement. Après, ça peut être un délire de vouloir faire visuellement quelque chose. Je prends l'exemple de Gaunt qui achète tout ce qui sort de chez FNR Stahl, alors que c'est pas nécessairement toujours des bons achats. Je dis pas ça pour te juger, bien entendu, hein. Mais son délire, c'est FNR Stahl. Il aime quand il y a marqué FNR Stahl sur sa réplique, peu importe la gueule qu'elle a. Si votre délire, c'est d'avoir un énorme télescope avec une fausse vision nocturne devant, il y a des visions nocturnes qui se montent sur les lunettes, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous pensez que le poids n'est pas un problème. Après, si vous voulez strictement vous baser que sur l'utilité et la jouabilité, un T1 ça fait très bien l'affaire. Prenez des lunettes légères avec un faible grossissement, et puis c'est parti, hein. Pas besoin de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Merci Kurma pour cette rubrique technique. On va passer à la rubrique des débats dont le sujet a été choisi par l'invité Electro. Electro, tu nous proposes de débattre autour de quoi? Autour de l'implication des bénévoles dans les associations. Vaste sujet. Sujet épineux. Et chacun voit comme il l'entend, mais comme toutes les associations, il n'y en a pas assez. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se mettent des fausses limites. La FUFA, en fait, si vous venez travailler 1 heure par mois, pour nous, c'est énorme. Ça nous ferait gagner du temps sur pas mal de sujets. Faut pas se mettre de fausses limites en disant, ouais, j'ai pas le temps, peut-être que je vais pas être à la hauteur. Il y a un cas parfait pour illustrer ça. On planche sur le prochain sujet de l'interasso parce qu'on va faire une interasso pour Noël. Et Émissaire voulait donner un coup de main, mais il se sentait pas de faire tout ce qui était règles ou autre parce qu'il se sentait nul là-dedans. On avait besoin d'aide sur des items de jeu et il est chaud bouillant pour pouvoir en faire. Alors qu'à la base, c'était quelqu'un qui disait qu'il se sentait pas concerné, qui avait pas envie de s'impliquer dans une association. Et pourtant, on a réussi à trouver un vecteur qui fait qu'aujourd'hui, il est d'une aide précieuse pour nous. Exactement. Au final, il faut se lancer, pas avoir peur. Et en fait, vous pouvez vous découvrir une passion pour quelque chose. Parce que des fois, l'organisation, ça peut être plus intéressant que la pratique. Pas pour tout le monde, mais des fois, ça marche. Je reviens aussi sur mon asso, donc du coup, la CIA. Je suis assez content parce que on a quand même pas mal de bénévoles, étant donné que forcément, on est un petit peu plus nombreux dans l'association. Mais il faut pas hésiter à venir quand vous avez des projets. On prend l'exemple de Archibald, qui est venu, il n'a pas annoncé son projet de suite, mais on a fini par en parler. On a vu ce que ça donne aujourd'hui. On a eu la naissance de Battle Squad. C'est vrai. C'est son dossier, il est venu avec, il a voulu le mettre en place. On l'aide à le mettre en place, etc. En plus, moi, je lui ai donné carte blanche. Et au final, voilà ce que ça a donné. Faut vraiment pas hésiter quand on a des projets, quoi. Par contre, ceux qui disent faudrait faire ci, faudrait faire ça, je les invite plutôt à nous rejoindre pour travailler dessus plutôt que d'être dans la critique et de donner des leçons, quoi. C'est pas ce qui forcément fait avancer. Attends, tu veux dire que là, tu fais une invitation ouverte à tout un tas d'influenceurs qui se permettent de critiquer les choses sans faire avancer les trucs? J'irai pas jusqu'aux influenceurs, mais il y a quand même, ne serait-ce qu'au niveau de l'association, hein, localement, pour venir aider dans les dossiers au lieu de critiquer en disant: «Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça avance pas assez vite». Alors que ça pourrait avancer vachement plus vite si chaque personne pouvait donner 1 heure par mois, alors je dis 1 heure par mois, c'est un exemple, mais ça peut être plus comme ça peut être moins. Mais plus on en donne, mieux c'est pour nous. Mais ça pourrait vachement avancer, dans les projets, c'est ça qui est dommage. Je pense que là, autour de la table, tu prêches plusieurs convaincus, parce qu'on est tous très associatifs et c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais quand tu regardes, comme vous à la FFA, où vous êtes 13 bénévoles. On est monté à 15. Oh! On a des nouveaux qui sont arrivés, il y a une belle équipe qui se monte là, il y a des projets en perspective qui devraient être bouclés un peu plus rapidement du coup. Trop bien. Si tu regardes sur le carte, on est peut-être 5, 6 à faire tourner la boutique. Et ouais, C'est peu. Et pour autant, on a publié il y a pas très longtemps toute la liste des projets qu'on a. Les gens sont hyper enthousiastes par rapport aux projets qu'on propose, mais soit ils ont peur et ils savent pas comment s'impliquer, soit ils ont clairement pas envie. Par contre, il y a un sujet qu'on peut remettre à chaque fois sur la table et sur lequel il y aura toujours dans l'engouement, c'est dire, hey, ça veut dire on ouvre un CQB. Ah ben là, tout d'un coup, il y a 20 personnes qui sont intéressées. Ah là, il y a du monde, hein. Alors, il y a 20 personnes qui sont intéressées pour jouer. Bien sûr. Parce qu'encore une fois, dès qu'il va falloir s'occuper de l'entretien et tout, les 20 personnes: «Ah! Désolé, je vais déjà jouer à cet autre CQB».
Si tu regardes dans les associations, pour voir vraiment les gens qui sont impliqués, c'est faire les fameux entretiens de terrain. Et pour le coup, c'est assez drôle parce que tu lances l'invitation, il y a les gens qui disent pour la partie ouais, ok, trop bien, on va pouvoir aménager et tout. Il y a les gens qui s'inscrivent, et puis sur les 10 personnes qui étaient intéressées, t'en as 6 qui s'inscrivent, t'en as 4 le jour même. Hmm. Et ça, c'est hyper représentatif de l'engagement des gens. Bon, t'en as qui peuvent avoir des excuses de dernière minute, genre je suis tombé malade, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de malades quand il y a des aménagements, hein, on va pas se mentir. Quand je jouais sur mon assaut à Versailles, j'adorais faire les aménagements parce que je me faisais des cachettes que je réutilisais dans les parties suivantes. Et comme j'étais le seul à les connaître, personne ne savait où j'étais. Bon, là, on parle juste de s'investir dans une asso locale. C'est un des aspects. Je te trouve pas très véhément sur le sujet d'ailleurs. On pourrait en reparler si on avait plus de temps, mais disons que le temps est assassin, emporte avec lui le rire des enfants. Et les freelances gagnants. Mais justement, il va falloir qu'on travaille quand même là-dessus parce que on a de plus en plus de freelance. On va se retrouver à un moment donné avec que des freelances. On n'aura plus un seul adhérent. Déjà, c'est pas viable. Il faudra vraiment qu'on travaille sur le ressenti des freelances à s'engager. S'engager, c'est un bien grand mot parce que souvent, on leur demande pas plus quand ils sont là que quand ils viennent juste de passage. Parce que moi, les adhérents, je les ai jamais vus emménager une seule fois. Mais en échange, ils payent un petit peu plus. En attendant, ça fait un joueur en plus dans l'association. Cette association est plus grande, plus représentative, qui fait que au niveau de la FFA, c'est encore plus représentatif et ça permet d'avoir du poids pour pouvoir bouger certains curseurs qui pourraient être gênants aujourd'hui, quoi. Le problème, c'est que plus les associations sont désertées, moins on pourra bouger ces curseurs, moins on pourra bouger notre discipline dans le bon sens. Et ça, pour le faire comprendre aux gens, c'est à nous, associations, d'essayer de leur faire comprendre. C'est compliqué de leur faire comprendre, sachant que j'ai l'impression de le répéter à chaque podcast et du coup de passer pour le vieux con pro-association, mais en même temps c'est un peu ce que je suis, parce que j'ai découvert l'airsoft comme ça et c'est comme ça pour moi que l'airsoft est plus cool. Les modes de consommation de l'airsoft ont changé. C'est passé par les pages Facebook qui organisaient des parties où là il y avait même plus de question d'assaut ou quoi, c'était les propriétaires du terrain, que ce soit une asso ou non, qui organisaient une partie et tu t'inscrivais là-dessus, tu t'en fous. Et maintenant avec les ERP qui pullulent un peu à droite à gauche, c'est encore plus simple d'avoir de l'airsoft à la demande. Donc ouais, ça coûte plus cher d'aller jouer sur une ERP, mais en même temps il y aura plus de gens, le terrain est aménagé, il y a des commodités et tout, alors que à l'assaut, ils vont organiser une partie, ils seront 20, on se fait chier, le terrain, oh c'est un bois, il y a rien, faut se préparer depuis sa voiture, c'est chiant, c'est loin de tout. Il est là le problème aussi, c'est que les modes de consommation ont changé, là, c'est compliqué de rattraper ça aussi, hein. Je suis d'accord, mais pas complètement. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs, parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont partis. Alors certes, ils arrivent avec un nouveau mode de consommation, mais le problème, c'est qu'ils connaissent que ça. Et comme ils connaissent que ça, ils peuvent pas dire j'aime pas la version d'avant. Et c'est à nous de leur faire dire attention, ça existe de cette manière-là plutôt que celle-là, et qui peut être plus intéressant, essaye de t'y intéresser. C'est pas quelque chose que je remets en question. Il y a des gens qui ont connu l'airsoft par des ERP, qui jouent en assaut pour la première fois et qui kiffent ça. Et t'en as d'autres qui ont apprécié jouer avec l'association, mais bon, c'est quand même plus sympa d'aller à une RP, c'est moins contraignant que s'engager dans une asso. Il y a les 2, c'est compliqué et on est dans une société où on se ressent de plus en plus sur nous-mêmes. J'ai l'impression quand même que ce mode de consommation où tu te prends pas la tête et tu t'en fous, il chauffe plus de joueurs qui se remettent à l'airsoft ou qui se mettent tout simplement à l'airsoft parce que c'est aussi ce qui est beaucoup mis en avant par de nombreux influenceurs qui vont jouer sur des ERP, qui vont jouer sur ce genre de terrain et qui vendent du rêve, mais ça a toujours existé, hein. Je pensais déjà il y a 10 ans avec des teams influenceuses, qui jouaient sur des terrains dont je vais pas prononcer le nom et qui donnaient à tout le monde envie de jouer sur ces terrains parce que: «Waouh, ça a l'air trop bien, tu vu le terrain, il est ouf!» Et oui, le terrain est ouf, mais bon, il y a pas que ça derrière et voilà, c'est ça qui est dommage. J'avais dit que je voulais pas me prononcer, hein. Et au final, tu t'es prononcé. Pour la CIA, on a la chance d'avoir récupéré certains joueurs de RP, justement, du côté de Toulouse, qui viennent jouer chez nous maintenant. Ils veulent plus aller là-bas. Et ça, c'est cool! On a vraiment cette chance-là. Au départ, il faut quand même les remettre dans le droit chemin parce qu'ils ont des façons de jouer un peu différentes. Mais une fois recadrés, ils s'aperçoivent que au final, c'est vachement bien et qu'au final, ben, ils restent là, quoi. Vous avez un gros avantage par rapport à l'assaut de Kurma et moi qui est la SAT, c'est la régularité. Même la GIRS Airsoft à ce là c'est qu'il y a quand même pas mal de membres et surtout il y a des membres bien, bien motivés qui vont organiser et là, même le week-end dernier, ils ont organisé une partie. Elle n'a pas eu lieu, mais elle a quand même été organisée et je discutais avec, Baba Yaga ou Fantôme qui globalement chapeaute un peu l'orga des parties à la GERS. Il me disait: «Mais nous on s'en fout, on en organise toutes les 2 semaines. Les gens s'inscrivent ou s'inscrivent pas, mais au moins c'est organisé» et ça c'est cool, ça fait vivre. Nous le problème c'est que notre régularité elle est pas là et je me souviens que la période où on essaie d'organiser, de manière régulière des parties, la seule régularité qu'on avait c'était sur les annulations
peu de joueurs, le temps. Ça, c'est pas de chance, malheureusement. Il y a un moment où j'organisais une partie chaque semaine. Et on a dû en annuler mais 4 ou 5 d'affilée, quoi. Et pourtant, chaque semaine, je mettais une partie, quoi. Et c'est pour ça que je trouve qu'à la CIA, vous faites un excellent taf et vous représentez bien les assos de Toulouse, hein, parce que c'est régulier. J'ai l'impression qu'à chacune de vos parties, il y a quand même pas mal de joueurs et il y a à chaque fois de bons échos, que ce soit sur l'asso ou le terrain. Et c'est cool d'avoir une asso vivante et qui montre que le monde de l'asso, c'est quand même cool. Ouais, c'est cool. Après, on fait au mieux, on essaye de représenter. Mais bon, après, j'ai une chance d'avoir une équipe superbe. Je les remercie énormément. On doit être 8, Ouais, mais 8 actifs. 8 actifs. Dans notre asso, on est peut-être 10 inscrits, mais il y a 4 actifs. 3,5. En même temps, on est quasiment 50 dans le club, donc du coup, on n'est pas énorme. Il y a toujours ce pourcentage de gens actifs par rapport au nombre d'inscrits total, mais vu que vous avez 50 gens dans ce grand échantillon, il y a plus de gens qui vont être actifs que nôtre. Et c'est aussi un peu lié à notre terrain qui peut pas non plus accueillir des masses de monde. Nous, c'est 24 maximum. Donc forcément, les gens, ça les fait moins rêver de se dire, bah il y a que 24 personnes qui peuvent jouer là-dessus. Oui, mais notre terrain, il offre des trucs que beaucoup d'autres terrains ne proposent pas forcément. Et si on prenait plus de joueurs, ce serait injouable et tout le monde détesterait. Le monde attire le monde bien souvent. Faudrait que je vienne essayer votre terrain, hein. Tu es le bienvenu, ouais. Tu es le bienvenu, comme la CIA de manière globale, hein. Le jour où il y aura une partie. Oh, ça va, oui. Allez, cette semaine, les gars, s'il vous plaît. Kurma était chaud d'en organiser une ce week-end, hein. Moi, je suis chaud, ouais. Kurma, fais-le, hein. Ouais, carrément. Je vais commencer mon enquête, voir si c'est OK. Poste maintenant, là. Poste-la maintenant. Je vais faire mon enquête pour savoir si moi, déjà, je suis libre. Ah, bon, t'as juste à te retourner, non? Oui. Bref, à ceux qui l'écouteront, peut-être que la SAT aura fait une partie. Bon, ce sera dans le passé. On a d'autres choses à rajouter sur ce débat ou je pense qu'on a fait le tour? On a fait le tour. J'aurais peut-être une petite chose à rajouter, mais qui n'est pas sur ce sujet-là. Une petite avant-première. Si ça vous intéresse, on est en train de relancer le CSA 17. Oh, ça annonce du bon, ça. On n'est pas sur les mêmes règles qu'avant, parce que j'ai entendu l'épisode d'avant avec... Les passages de porte à la langue, oui. Et c'est ça, donc du coup, c'est plus similaire à ce qu'on utilise dans les dominicales. C'est cool parce que pour le coup, j'y ai déjà joué à la CSA 17. J'ai eu une bonne expérience du terrain de la partie malgré les règles. C'est ce que j'expliquais, c'est que tu joues différemment. Si vous allez pouvoir chapeauter des trucs là-bas, moi je serai des vôtres parce que le terrain est vraiment cool et je conseille aux gens de venir parce que Orga, CIA, c'est cool. Sur un terrain qui va faire bander les bandeurs de CQB, bah c'est go en fait. Bon courage par contre. Après, ça sera pas CEGA, c'est bon. CSA 17, je ferai partie de l'orga quand même. Et il y aurait 3 terrains militaires différents. Ça annonce que du bon, Ouais. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. carrément. On viendra faire un reportage du kart mais en joueur cette fois. On va essayer d'organiser une fois par mois aussi, ça. Les, C'est énorme. Fais gaffe, Electro, si t'organises une fois là-bas, 2 fois la CIA, les week-ends n'existent plus. ouais. Après, il faut savoir déléguer, hein. Ça, c'est très très vrai et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire ça. Je ne visais personne là pour le coup, hein. Et c'est juste une vérité simple qui est le cas dans beaucoup d'assauts aussi. Ça, pour le coup, il y a pas mal d'assauts où il y a le bureau qui veut tout chapeauter et ils ont plus de vie après. Après, c'est une histoire de confiance. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, j'ai confiance en mon équipe. Du coup, ça me permet de déléguer facilement. En même temps, t'as une équipe en or. Exactement. Je leur fais un gros bisou. Bon, Merci Electro, merci les gars d'avoir animé ce débat pas si houleux, étant donné qu'on était tous raccords dessus. Merci Electro d'avoir participé, j'espère qu'on aura pu débunker quelques facts sur la FFA. Chers auditeurs, chères auditrices, on se donne rendez-vous en décembre pour le dernier épisode qui sera le final de la saison. Le thème est pour l'instant gardé secret. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que nous aurons 3 invités, à savoir Vinny, Margot et Kira. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à mettre 5 sur 5 sur vos applications de podcast préférées ou un petit pouce en l'air sur notre vidéo YouTube. Je vous dis à la prochaine. Bye! au revoir. Bye. Au revoir tout le monde. Bye.